Sirotons le houblon, le podcast qui fait glou-glou dans tes oreilles. Salut à tous, c'est Alex du podcast Sirotons le houblon. On se retrouve pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis accompagné de Fabien et de Valentin. On est à la brasserie Espebay. Je prononce bien? Ouais, salut. Salut à tous. Et malgré les apparences, on n'est pas là pour enregistrer un épisode rencontre avec Brasserie Espebay, mais on va parler on va faire un petit débat, un sujet assez complet et complexe. Et au titre un peu aguicheur, c'est la France est-elle un pays de bière? Sera-t-elle un pays de bière? Je vais voir comment je vais le tourner, mais on va parler beaucoup du patrimoine brassicole français, des styles français s'il en existe, et de ce qu'on peut faire avec la bière française. Est-ce qu'on peut lui donner une image particulière? Est-ce qu'il y a un terroir brassicole en France? Et voilà, je pense que ça passera par pas mal d'approches différentes. En toute modestie, il faudrait qu'on... Ouais. C'est un gros sujet. Oui, il y a plein de choses à dire et je pense qu'on ne pourra pas tout aborder. Mais c'est bien, au moins, les auditeurs pourront après réagir sur les réseaux sociaux. Je les invite à le faire et à nous dire ce qu'ils en pensent. Avant qu'on se lance dans le gros du sujet et de débattre, tant que j'y pense, je vais faire ma petite promo quand même, il faut bien. Donc si vous écoutez le podcast Sirotons le houblon et que vous l'appréciez, je vous invite à laisser une petite note sur Apple Podcast. Mais je ne suis pas le mieux placé pour vous en parler. Je vous remets le petit jingle de nos amis Troyenche. Ah, et encore la musique. C'est parti pour le jingle. Bienvenue sur Sirotons le houblon, un podcast qui est vachement bien. Vous voulez aider ce podcast? Lâchez un commentaire, mettez 5 étoiles et poussez-le vers la gloire. Merci. Un gros bisou des Troyenches. Et voilà. Génial. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas suivi, on avait enregistré un épisode chez les Troyenches et voilà, c'était l'occasion de faire un petit jingle sur fond de musique de 30 millions d'amis. Ça donne envie. Ouais, et du coup, je l'ai gardé et c'est mon petit jingle promotionnel. Donc voilà, pourquoi c'est important de noter sur Apple Podcast? Parce que c'est eux qui font tout le référencement des podcasts sur une grosse majorité des plateformes. Et plus vous nous notez bien et plus vous commentez, mieux on est référencé, plus on sera écouté et plus je pourrai aller vers la gloire, comme le disent les Troyenches. Alors, maintenant que ça c'est fait, je propose qu'on parle quand même un petit peu de vous deux et surtout de la brasserie, présenter un petit peu le contexte avec qui je vais présenter ce podcast et ensuite on pourra lancer le gros du débat. Je te laisse la parole, Fabien. Qui es-tu? Quel est ton background et pourquoi et comment la brasserie Espebay est née? Alors, c'est une histoire qui a 6 ans maintenant. En fait, l'aventure a commencé sous le nom de Bière Batignolles et Société Parisienne de Bière. C'était les deux noms qui étaient inscrits sur l'étiquette de la première bière que j'ai brassée dans des cuves de 1000 litres à la brasserie du Pays Flamand, il y a donc 6 ans. Et Société Parisienne de Bière, ça a été le nom aussi de la petite cave à bière artisanale française que j'ai ouvert il y a 6 ans dans le quartier des Batignolles à Paris. Et où on faisait que de la bière artisanale française. D'accord. Donc la Société Parisienne de Bière, si on abrégie, voilà. Je ne sais plus ce que je dis. En gros, Société Parisienne de Bière, l'acronyme c'est SPB. Et un jour, un de mes collègues a une super idée, c'est de dire on n'a qu'à appeler la brasserie SPB, mais avec une orthographe différente. Ouais. Et c'est comme ça que SPB. Mais en fait, il y a plein de façons de le dire. Bah oui. Parce que ça ne veut rien dire. Est née. La brasserie, pour installer la brasserie, on a fait un financement participatif et qui nous a permis il y a 2 ans, en décembre 2018, de poser les cuves et de faire le premier brassin, le jour de Noël d'ailleurs, de la bière Batignolles, chez nous, à Groslay, dans le Val d'Oise. Donc on est à 15 minutes du nord de Paris, juste après Saint-Denis. Voilà. Donc voilà notre petite histoire. Ouais. Qui on est aujourd'hui, on est une toute petite équipe encore. On a un grand local, mais on est une toute petite équipe encore. On se cherche encore, c'est-à-dire qu'on est un peu jeune encore pour savoir exactement
quelle est notre identité précise en termes de bière. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une forte tendance. Alors d'une part, on fait quelques bières houblonnées. On aime bien jouer avec les houblons, effectivement principalement américains ou océaniens. C'est vrai que c'est une thématique qu'on retrouve dans plusieurs de nos bières, mais c'est pas la thématique qui nous anime le plus. On aime beaucoup travailler les fermentations lactiques, que ce soit pour aller chercher des bières vraiment acidulées ou des bières, mais juste avec une touche d'acidité pour apporter de l'équilibre. Donc les fermentations lactiques, et on les fait à partir de grains en sour kettle. C'est vraiment ce que j'aime particulièrement faire. Ça a très bien marché pendant 2 ans. Là, je me rends compte que les nouveaux batchs de grains qu'on a sont moins efficaces sur des fermentations lactiques. Enfin, donc on s'adapte. Non mais plus. Ça, c'est la première tendance. On aime beaucoup travailler aussi avec des céréales autres que l'orge. Donc le blé, bien sûr, mais on aime beaucoup le seigle. L'avoine un peu moins, mais en tout cas le seigle, c'est aussi un autre élément de notre signature. J'ai vu que vous expérimentiez aussi un petit peu là, avec des bières à base de riz. On vient de sortir une bière avec du riz, effectivement. C'est une lager, c'est ça? Alors c'est pas une lager, c'est une bière qui est fermentée. La lager une lager au maïs, non? Non, raté, je sais pas. Mais ça, c'est une bière effectivement qu'on a brassée avec de l'orge. De l'orge et du riz de Camargue, enfin l'orge vient de Bretagne, et la fermentation se fait avec 2 levures. Notre levure qui est appelée commercialement de blanche, qu'on avait utilisée dans une bière précédente, qu'on a mélangée avec de la US 05 pour avoir un profil un peu aromatique intéressant, et une fermentation lactique en plus. Voilà, et donc la deuxième, ça c'est les premières tendances qu'on emprunte, et la deuxième grosse tendance de fond, qui est en fait celle qui moi m'anime le plus et qui en fait anime aussi beaucoup de monde dans la brasserie, c'est le programme de fermentation mixte. Alors mixte au-delà de la fermentation lactique, parce que la fermentation mixte est déjà une fermentation, c'est déjà un profil fermentation mixte. Fermentation lactique. Pardon, la fermentation lactique. Ouais. Combinée avec une fermentation classique, c'est déjà de la fermentation mixte. Et bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on commence à expérimenter avec des souches de Brettanomyces. On essaie de récupérer des souches sur d'autres éléments, et on essaie de lancer là, tant bien que mal, notre programme de barriques autour des fermentations mixtes et des bières acidulées et fermentées. Ouais, c'est vrai que là, je suis entouré, là, il y a pas mal de petites barriques autour de moi, il y a 2 foudres qui sont arrivées dernièrement aussi. Exactement, donc là, tu es adossé sur des barriques de Bourgogne blanc, mais effectivement, il y a les jurassiennes qui sont juste à côté, il y a les gros foudres de Pinot des Charentes qui viennent d'arriver, et voilà. Donc voilà un peu la direction dans laquelle on s'oriente. On essaie de toucher à beaucoup de domaines, et au fur et à mesure, c'est comme ça qu'on va se créer notre identité. Bon, du coup, ça explique aussi pourquoi on parle du sujet aujourd'hui. C'est que tu as un profil qui te fait, on va dire, particulièrement apprécier les bières qu'on pourrait caractériser comme peut-être le futur brassicole français, mais on y reviendra, je pense. Mais la barrique, c'est quand même quelque chose qui se démocratise beaucoup en ce moment, et pour le coup, avec tous les vins et alcools qu'on a en France, la barrique, je pense qu'on a un petit savoir-faire qui peut grossir et qui peut apporter pas mal de choses à la bière. Disons que en tout cas, le rapport avec le sujet, et c'est effectivement quelque part, peut-être ce sujet permet aussi de présenter notre brasserie, quelque part, c'est une façon détonnée de le faire. Bien sûr. Disons que on n'a pas du tout la prétention de faire les bières françaises ou quoi, mais la notion en tout cas de pratique singulière, locale, en tout cas au sens française, est un sujet qui m'anime et que je trouve intéressant. C'est-à-dire en fait dans quelle mesure est-ce qu'on peut développer collectivement un ensemble de pratiques qui nous permettrait, qui rendrait singulier en tout cas l'expression de bière française. C'est un peu la démarche en tout cas qui intellectuellement m'anime, et d'où peut-être effectivement le lien avec le sujet. Moi j'ai une dernière question sur la brasserie avant d'enchaîner sur le sujet, c'est pourquoi le logo est-il un brochet? J'ai encore du mal à répondre à cette question. L'explication que je peux donner a posteriori, c'est expliquer comment est-ce qu'on en est arrivé là. Donc, on a construit le nom SPB sur la base du nom Société Parisienne de Bière. Et quelque part, en fait, à chaque fois qu'on a créé notre identité, en fait, c'est en rapport avec le passé, avec l'existant. Donc, SPB, on s'est posé la question de qu'est-ce que ça veut dire, ça veut rien dire, mais qu'est-ce que ça évoque comme sonorité. Et puis, moi... On est sur le brochet. Voilà. Non, mais en fait, dans SPB, il y avait un côté un peu... Certains disaient, ouais, on verrait bien ça sur des barriques de rhum. Il y a un côté un peu... soit sud-ouest de la France, Pays Basque,
mais ça peut être aussi un côté un peu Caraïbes. Enfin, il y a le mot bay qui évoque un peu ça. Donc on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'il peut y avoir de marin dans notre identité? D'accord. Et il n'y a rien de marin, parce qu'on est à Grelais. Hein, c'est ce que j'allais dire. Ouais. En revanche, le seul élément qui se rapproche de l'eau, c'est potentiellement un étang ou une rivière. Et on s'est dit que d'avoir un poisson de rivière ou d'étang, ça pouvait être cool. Et le brochet, c'est un poisson qui est assez chill, tu vois, c'est un poisson qui bouge pas. Il est là dans son étang, il attend, tranquille. Quand il a faim, il attaque, il est un peu agressif. Mais sinon, voilà, c'est un poisson qui a une certaine bonhomie, quoi, derrière son côté un peu carnassier. C'est vrai. Donc on s'est dit, bah voilà, plutôt que la carpe. J'hésitais avec la carpe aussi. La carpe, c'était un poisson cool. Mais le brochet, voilà. Donc il n'y a rien de... Il n'y a aucune histoire autre que celle-ci. Et puis non, déjà une histoire. Hein. Et puis de manière générale, en fait, les noms de bières qu'on a et les étiquettes, c'est vrai qu'on essaie d'avoir un univers un peu onirique, un peu qui n'a pas forcément de sens. Et j'aime bien l'idée d'avoir un logo qui est aussi dans cette logique-là, tu vois, ça n'a pas de sens, c'est juste une expression nette comme ça. Ouais. Ok. Je pense qu'on peut débuter. Allons-y. Après, si tu as des choses à rajouter sur tes bières par la suite, je pense que tu pourras faire des liens avec des sujets abordés, mais on va se lancer dans le gros du sujet. Donc, est-ce que la France est une nation de bière? Est-ce qu'elle l'a été? Est-ce qu'elle le sera? Et la base, on va dire, du postulat, c'est qu'on a quand même des voisins, des pays frontaliers qui sont beaucoup marqués par leur histoire brassicole. Alors forcément, on parle beaucoup des Belges. Les Belges, ils ont leur style à eux, les bières trappistes, les saisons, les lambics. Voilà, ils ont quand même un patrimoine assez conséquent. On peut aller voir du côté de l'Allemagne. Alors l'Allemagne, c'est pareil, ils ont des styles par dizaines. Je ne saurais tous les citer, mais on peut parler des différentes Bock, des Hefeweizen, des Rockbier, des Helles. Enfin, voilà. Chaque région a ses bières. Enfin, les Berliner Weisse, c'est allemand forcément. Les Gose, c'est allemand. Donc, ils ont un nombre de styles qui est incroyable. Si on traverse la Manche et qu'on arrive en Angleterre, bah pareil, les Anglais, ils ont leur bitter, ils ont leur porter, ils ont l'IPA au final qui vient de là-bas. Si on continue à pousser un peu plus loin, on arrive en Irlande, bah pareil, ils ont leur style, ils ont l'Irish Stout, l'Irish Red Ale et j'en passe. Et après avoir parlé de tout ça, la France, elle a quoi comme style? Et voilà. Elle a du style. Mais alors, ouais, donc à la question est-ce que la France c'est un pays de bière? On en a beaucoup parlé et c'est vrai que ça peut être un sujet assez clivant. C'est vrai que ce qu'on constate, c'est que la notion de territoire français, c'est-à-dire que est-ce que le sud de la France est un pays de bière? Bon, je pense pas prendre de risque à dire que c'est pas un pays de bière. Est-ce qu'on peut séparer la France en deux? Voilà, est-ce que au-dessus de Paris au final? Exactement, parce que j'ai l'impression que la notion de territoire de bière, en tout cas, il y a les Flandres et effectivement l'Allemagne qui sont des pays historiquement de bière, mais les Flandres, c'est pas que la Belgique, ça traverse et ça vient dans le nord de la France. Donc je dirais le nord de la France est probablement plus un pays de bière que le sud de la France. L'est de la France est probablement plus un pays de bière que l'ouest, même si les Bretons se rattrapent pas mal ces derniers temps. Mais c'est vrai que la France dans son ensemble, aujourd'hui, et peut-être aussi le sujet, c'est on a du mal en tout cas à identifier des styles purement français, en tout cas pour répondre à ta question. Donc la réponse comme ça qui viendrait naturellement, c'est de dire la France n'est pas un pays de bière aujourd'hui. Est-ce qu'elle l'a été? Est-ce que le sera? Ce sera probablement des questions, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on se dit est-ce qu'il y a un style purement français? Donc une fois qu'on a dit ça, on a acheté le pavé dans la mare et on peut dire que, alors certains diront oui, alors voilà, c'est le débat sur oui, mais il y a la bière de garde. Oui, mais on en parlait tout à l'heure, il y a la bière de mars qu'on a redécouverte, il y a la bière de Noël. Ouais, il y a la grisette. Il y a la grisette, il y a la bière de table. Tout à fait. Mais au final, tous ces styles, ils sont un peu cousins quand même de style belge. Et ça colle avec ce que tu disais, c'est qu'au final, le patrimoine brassicole qu'on a en France, il est plutôt localisé dans le nord. Et c'est pas pour rien, c'est parce que il y a la proximité avec la Belgique. Et au final, toute la partie du nord de la France, les Flandres, en fait, s'étendent de la Belgique à la France. Et il y a une sorte de non-frontière pour ce qui est de la bière. Et la grisette est un peu une cousine de la saison, la bière de garde aussi. Enfin, peut-être plus une cousine des bières un peu plus rondes et fortes, type triple. Mais c'est des styles très voisins. Mais c'est ceux qu'on attribue à la France. Et au final, quand on parle maintenant de bière, même de bière dans le nord, au final, on les associe beaucoup aux bières belges. Oui, alors après... Moi, je ne suis pas contre l'idée de dire que parce que la bière de garde ou une bière de table ou la grisette prend ses origines dans un style flamand ou allemand,
ça en fait pas un style à part entière. C'est-à-dire que chaque style, en fait, les styles sont poreux, les cultures se mélangent, et donc la question c'est est-ce que ces styles-là sont vraiment distinctifs par rapport au style belge, c'est-à-dire est-ce qu'on a vraiment créé quelque chose de distinctif en France dans le temps en partant de ces styles-là. Je pense que c'est compliqué de vraiment d'imaginer que les gens réinventent absolument tout, c'est-à-dire que bien sûr. Mais dans quelle mesure l'ensemble des pratiques qu'on a développées en France autour de ces styles-là est vraiment singulière par rapport à... En quoi alors je lisais à l'instant là que la bière de garde serait peut-être aussi un dérivé de la bière de Mars. Donc en fait, prendrait son origine peut-être dans les styles allemands plutôt que dans les styles... Bon, en fait, en gros, c'est... De toute façon, la bière est très universelle et certes, elle est née un petit peu partout dans le monde dans des périodes similaires, mais au final, maintenant, on voit qu'avec les styles modernes, c'est beaucoup de styles qui découlent d'un autre style et ainsi de suite. Et au final, on s'approprie via un nouveau style ce qui a été créé par une autre nation, par un autre patrimoine. Si on réfléchit comme ça, les Américains ont peut-être le plus de styles, alors qu'au final, ils n'ont pas créé grand-chose. C'est vrai, exactement. C'est vrai que les États-Unis, c'est un bon exemple de ça. Ils se sont réappropriés avec l'explosion de la craft là-bas. Exactement. En fait, si actuellement on boit des Gose, si on boit des Berliner Weisse, ce genre de choses, c'est pas parce que les Allemands ont continué à en produire, c'est parce que les Américains et le mouvement craft ont redéterré des styles qui étaient morts. Exactement. Et pour en revenir sur l'histoire des bières de garde, on se rend compte que ça se trouve les bières de garde, en fait, c'est pas juste un dérivé d'une saison ou un dérivé d'une bière de Mars, mais c'est peut-être en fait un dérivé des deux, et le simple fait que ce soit un dérivé des deux en fait quelque chose d'un peu unique. Donc on peut dire que même si le style en tout cas, est-ce que la France est un pays de bière, on peut dire que voilà, il y a des styles, ou du moins peut-être des sous-styles, mais sans les dénigrer, qui sont peut-être des styles uniques. Est-ce qu'aujourd'hui, les bières qui se estampillées, bière de garde, bière de Mars, grisette, nous font rêver? Ça dépend qui. Ça dépend qui. Et c'est peut-être ça aussi. Mais peut-être pas la majorité, en effet. Voilà, donc c'est peut-être aussi la raison pour laquelle on se dit, bon, est-ce qu'on est fier de dire qu'on a un style en France? Bon, donc, mais ça ne veut pas dire que c'est pas des fils rouges que l'on peut se réapproprier. Et je sais que beaucoup de brasseurs réfléchissent à cette question-là de bière de garde. Est-ce qu'on peut... Parce que bon, et quand on revient effectivement à la tradition des bières de garde ou des bières à l'ancienne, c'était des bières qui étaient donc brassées, là on l'avait lu en fin d'année, mais qui, comme les saisons en fait, étaient mises en barrique et bu à la période chaude. Donc on imagine bien que dans la barrique, dans les barriques, il s'est passé des choses, quoi, en plusieurs mois. Et notamment des développements un peu acidulés, des développements vineux. Et donc en fait, les bières de garde à l'ancienne, on peut espérer qu'elles étaient délicieuses, quoi. Tu vois, elles avaient ce truc... Après, c'est vrai que quand on reprend maintenant, on est dans un monde qui est quand même très différent de ce qui se faisait avant la révolution industrielle de la bière. Maintenant, on est dans la renaissance de la craft. On voit, comme on le disait, réémerger plein de styles qui n'étaient plus connus parce qu'on a pendant des années avec l'industriel brassé et bu que de la lager. Et là, on redécouvre des styles qui n'existaient plus. Au final, est-ce que la bière française, on va dire, comme on dit la bière de garde, n'attend pas juste son tour d'être redécouverte et remis à la mode par les brasseries craft, comme l'ont été dans un premier temps les IPA, puis les Berliner Weisse, puis on est venu au fur et à mesure. En fait, on voit que la vague craft vient ramener à la mode des styles qui étaient historiques mais oubliés. Et en gros, c'est cette mouvance craft qui, au fur et à mesure, crée un revival de plein de styles. Est-ce que la bière de garde n'est peut-être pas la prochaine à venir? En fait, on voit que maintenant, même aux États-Unis, je pense qu'on brasse plus de bière de garde aux USA qu'en France. Il y a moi j'avais bu une excellente bière de garde, enfin en tout cas nommée bière de garde chez Crooked Stave. Est-ce qu'on va retrouver ce genre de bière en France avec la mouvance craft? Peut-être. Ça, je pense que, à moins d'avoir notre marc de café, notre boule de cristal, ça va être dur à prévoir. Mais... c'est là que je me demande dans quelle mesure le marketing, je vais l'appeler comme ça, mais le marketing ne joue pas un rôle important dans l'émergence d'un style local, tu vois. Oui, bien sûr. Parce que demain, tu brasses une bière avec une levure que tu auras, mettons, qui se sera commercialisée sous le nom de levure de saison, okay, que tu fais une fermentation lactique en plus, que tu rajoutes.
tu l'as fait vieillir en barrique de Bourgogne blanc, tu vois. En soi, si demain tu l'appelles bière de garde française et que cette approche-là est reprise par plusieurs brasseurs et trucs, est-ce que ça en fait pas, tu vois, une bière de garde? C'est une question. Oui. Est-ce que dans quelle mesure tu vas à un moment donné, de dire voilà, ça c'est ça, tu vois, de dire Ouais. je fais ça et je dis que ça s'appelle comme ça. Ouais, bien sûr. Si C'est vrai plusieurs qu'en plus, personnes. on a des styles qui sont tellement en plus frontaliers qu'il n'y a pas forcément une caractéristique olfactive ou gustative marquante qui pourra te permettre de le différencier. Et si quand on prend des bases de levure de saison et qu'on l'agrémente un petit peu à notre façon et qu'on l'appelle bière de garde, est-ce que les gens y verront une différence, surtout sur un style qui a été au final un peu oublié comme la bière de garde, quoi. Je pense qu'il ne faut pas avoir de gêne à avoir une approche comme ça. Tu parlais des États-Unis et je pense qu'effectivement c'est un exemple magnifique. Je pense que eux aussi c'est ceux qui ont le moins de gêne. Ils sont complètement décomplexés par rapport bien à ça. sûr. Et dans la création, en vrai, bon, j'apporte un jugement de valeur, mais je pense pas qu'il faille avoir de complexe dans la création. Et c'est ce qu'ils ont fait qui a permis d'être là où on est aujourd'hui. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu le mouvement américain de craft beer, je ne sais pas si je serais brasseur moi aujourd'hui, honnêtement. Oui, non, mais clairement. Et cette approche d'appropriation, tu vois, ils ont, l'IPA, ils l'ont inventé ce style. Oui. Au final, le style historique est anglais. Mais maintenant, qui va penser à l'Angleterre quand on parle d'une IPA? Et est-ce que c'était un style à l'époque? Est-ce que c'était considéré comme un style? C'est vrai. En tout cas, il y avait déjà une appellation. Mais il y avait une appellation, comme tu le dis, d'une brasserie qui a brassé une bière à sa façon et s'est dit, ça c'est ma bière, je vais l'appeler l'India Pale Ale. Est-ce que c'en est devenu pour autant un style à cette époque-là? Je ne pense pas. Et c'est vrai que la naissance du style elle est certainement venue de la résurrection par le mouvement craft américain. Ce qui veut dire, je pense que, en gros, pour faire apparaître un style, à mon sens, il faut 2 ingrédients. Le premier, c'est alors, on part du principe qu'on réinvente rien, tout a déjà été fait. Il y a peut-être de nouveaux ingrédients, ou alors des ingrédients qui sont un peu remasterisés, comme les houblons américains, par exemple. Mais oui, bien sûr. Partons du principe qu'en tout cas, pour avoir un style, il faut s'approprier un certain nombre de choses et y apporter une touche singulière. Ça peut être aussi l'association de plusieurs styles, qui en soi est un élément singulier. Et la deuxième chose, il faut que ce soit une démarche qui soit un peu collectivement reprise, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait cette espèce de mouvement collectif. Et c'est là que à mon sens, on peut créer des styles un peu singuliers. Et j'ai aucun doute sur le fait que, nous soyons en train en France d'avancer là-dessus. Je pense que la difficulté qu'on a, c'est que, on est face à des pays qui ont une culture ancestrale. Aux États-Unis ou d'autres pays qui sont très en avance sur nous et qui sont très force de proposition dans la création de nouveaux styles. Et donc, comme nous, on est encore un peu naissant, le temps d'avaler toutes ces nouveautés, c'est vrai, pour se poser la question des BNU, qu'est-ce qu'on a à dire, qu'est-ce qu'on a à faire, parce qu'il n'est pas exclu que le jour où les Américains ont décidé de s'approprier la Berliner Weiss, que peut-être qu'en fait en France, il y avait une brasserie qui était en train de commencer à travailler sur le style, mais qui s'est fait un peu damer le pion par un mouvement qui a pris un peu de vitesse, quoi. C'est vrai. Mais attends, je propose que comme on parle de bière, on boive un peu de bière, ouais. Si ça vous va. Comme ça, je vais faire un petit break et tout le monde est preneur d'une petite bière, j'imagine. Oui. Ça, il est 11h passé. Il est 11h passé, c'est l'apéro, ça y est. Et donc on va commencer par, on parlait des saisons, on va commencer par une saison fermière aux groseilles de la brasserie. Alors on avait dit que c'était la brasserie L'origine du monde. Attention, ça va gâcher sur ton truc. Ça va gâcher sur mon truc, ouais. Non, ça va. Ouais, non, si ça gâche sur le matos, je vais pas être content. Tiens, je te sers un premier verre. Ah, et je vais faire quand même le traditionnel glou-glou. ASMR. Ouais, oui. Hop, on va booster un petit peu tout ça. Et on va essayer de pas tout foutre sur le matos. Très agréable. C'est chouette aux oreilles. Ah ouais, merci. Et donc, on en parlait avant l'enregistrement. C'est pas forcément une brasserie dont on entend parler ou dont on a entendu parler. Moi, personnellement, je l'ai découvert parce que mon caviste me l'a recommandé. Je lui ai dit que les saisons, c'était bien mon truc. Et il m'a dit, faut que tu goûtes ça. Et donc, l'origine du monde, je crois qu'ils sont basés dans le Jura. Et donc là, on est sur une saison fermière acidulée, affinée 1 an en barrique, avec de l'ajout de groseille à la macération. Donc, barrique de vin du Jura. Donc, les Jurassiens sont très doués ouais. en bière. C'est assez... on est dans le style, c'est à 6,7 degrés, donc ouais, saison. Et ça sent bon. Ça sent bon la levure de saison. Un petit côté vineux au nez aussi qui est très agréable.
Et je pense que ça, ce qu'on attend d'une saison, c'est très réussi. C'est frais, c'est facile à boire, c'est désaltérant. La groseille prend pas trop le pas, elle rajoute un petit côté. C'est pas un fruit qui a beaucoup de saveur ou d'arôme. C'est vrai. Elle rajoute une petite note acidulée. Je pense que ouais. Une petite acidité. Mais ouais, il y a un bel équilibre. C'est vraiment. C'est très agréable. C'est peintable. Ouais. C'est exactement ça. C'est peintable. Ça donne envie d'être sur un haut plateau du Jura, à regarder les vaches et entendre leurs cloches carillonner toute la journée, toute la nuit. Bon, est-ce qu'en buvant ça, on peut dire que la France est un pays de bière ? Le Jura est un pays. Malgré une bière vieillie en barrique de vin. Alors la question, c'est vers quelle identité est-ce qu'on va et quels sont les éléments qui pourraient être propres à notre. Terroir, c'est notre terroir un peu. Oui, non, mais terroir, c'est quelque chose que je vais pas mal aborder aussi dans le déroulé, donc je pense qu'on peut en parler. J'avais pris un exemple comparatif avec nos voisins italiens, parce que les Italiens, ils ont un peu le même profil que nous, ils sont plus pays de vin que pays de bière. Et ont aussi connu comme nous le mouvement craft, même si ils l'ont abordé d'une manière assez différente. Les brasseries artisanales italiennes ont au final, je pense, réussi à s'inventer un style ou à s'approprier un style avec ce qu'on appelle souvent les grape ale. Donc c'est des bières un peu hybrides, justement bière-vin, avec une fermentation qui démarre avec souvent des mous de... je ne sais pas comment on appelle ça, je ne connais rien. Du marc de raisin. Du marc de raisin, ce genre de choses. Voilà, donc on arrive sur une fermentation mixte et des styles qui sont très particuliers, parce qu'au final on vient faire une hybridation de vin, de bière. Et ils ont en fait un peu apporté de leur patrimoine viticole dans la bière, et à partir de là on crée un style qui maintenant est clairement associé à l'Italie. Bon, même si c'est pas le style le plus représenté et le plus connu, mais est-ce que c'est pas une voie qu'on pourrait prendre en France ? C'est une voie que beaucoup de brasseries ont déjà prise, et tu en as interviewé certaines d'ailleurs. Oui. Et donc évidemment, je pense que que l'on s'avance vers les autres alcools produits en France, ça me semble évident. Il y a le vin qui effectivement est un élément central, et pour ces barriques, mais aussi pour le raisin. Donc je pense que les grape ale italiennes, il faudrait qu'on leur trouve un nom français pour pouvoir dire le raisin ale français. Mais donc clairement on s'engouffre là-dedans, et on voit les brasseries qui commencent à le faire. Et nous on a commencé à expérimenter un peu ça, parce qu'on a la chance d'avoir quelques vignes dans notre petite ville de Grelais. Et donc on a fait ça. On n'a pas fait 100% confiance au marc de raisin pour commencer. On a assemblé avec notre levure de saison. Donc je pense que c'est clairement une direction. Mais voilà, on fait pas que du vin en France. J'y pensais ce matin. En fait, on est un pays d'alcool, quoi. Clairement. On est des gros fabricants d'alcool, quoi, en France. Et chaque région a un peu ses. Chaque région a sa gnôle, quoi. Ouais. Et donc chaque région va aller dans la direction un peu de son terroir qu'elle a dans ses alcools, je pense. D'ailleurs, il y a même des brasseries, en cognac, la brasserie la Débauche, qui a commencé à travailler aussi avec ses barriques de cognac, et qui fait des choses du coup très singulières. Mais en fait, c'est ça, la France à la base reste quand même, de manière, si on regarde dans sa globalité, un pays de vin. Alors, tube d'alcool aussi, on a des alcools différents dans toutes les régions, mais à l'échelle nationale, c'est le vin qui va dominer. On fait du vin dans le Jura, on fait du vin en Alsace, on fait du vin dans le Sud-Ouest, on fait du vin partout en fait. On fait du vin en Savoie, toute la France, à part peut-être le quart nord-ouest est peut-être un peu moins représenté, mais on fait du vin partout en France. La France est un pays de vin, historiquement et même culturellement parlant, dans le monde entier. Tu vas parler de la France, on va te parler du vin français. Oui, mais c'est intéressant de parler de consommation à l'étranger, parce que on fabrique du cognac, on fabrique du cidre, je veux dire, dans différentes régions. Et c'est marrant parce que j'ai fait cette réflexion il n'y a pas longtemps, en parlant avec un fabricant de Calvados, mais une grosse partie de sa production est vendue à l'étranger. C'est-à-dire qu'on a beau être un gros producteur d'alcool, sur les alcools en tout cas un peu forts, on n'est pas des gros consommateurs de ces alcools-là, et que nos petites productions exportent énormément. Ouais. Donc il y a une grosse demande étrangère, notamment aux États-Unis ou au Japon ou tout ça.
Mais donc voilà, en tout cas, on n'a pas forcément dans nos supermarchés la vision réelle de toute la production française d'alcool. Mais après, ouais, comme on disait tout à l'heure, pour la partie bière, c'est vrai que c'est plutôt la partie nord de la France qui est historiquement une zone à bière. Et ça se voyait d'ailleurs historiquement avant la révolution industrielle de la bière, donc avant que les gros industriels arrivent avec leurs nouvelles méthodes et leur capacité à brasser de la lager par tonnes et tonnes et à tuer du coup toutes les microbrasseries qui existaient déjà à cette époque-là. Avant ça, le nord de la France, tout ce qui était au-dessus de la Seine, était extrêmement représenté. Il y avait 1500 brasseries juste au nord de la Seine, quasiment chaque village avait une brasserie. Ça, je parle des années début 1900. Bon, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle brassait ? C'est encore un peu flou, mais... Donc oui, on en parlait un peu tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'elle brassait ? Moi, j'ai pas étudié non plus pas cartographié tous les styles qui étaient brassés, mais on en parlait tout à l'heure, on regarde un peu quand on retrouve les vieilles étiquettes de bière, les styles que j'ai beaucoup vus, c'était Bock, je t'en parlais la dernière fois, notamment à Paris. Tu vois, il y a des brasseries qui brassaient de la Bock, j'ai retrouvé des trucs comme ça. Je pense que la lager, c'est un style qui est venu, mais qui n'était pas forcément le propre des toutes petites brasseries. C'était beaucoup plus compliqué à brasser déjà à cette époque-là, sans l'outil industriel. Alors je sais pas si qui est quand même assez. Je sais pas si c'est vraiment la dimension industrielle, tu sais, qui a empêché ça. J'ai l'impression que ce qui a beaucoup séduit dans la lager, c'était le côté filtré. C'est tout ce que l'industrie apportait, c'est-à-dire le côté filtré, le côté où on maîtrise parfaitement les arômes de fermentation, et donc on en fait un produit avec un peu moins de relief pour plaire à plus de monde. Mais au final aussi un produit qui était plus stable, plus facile à distribuer un peu partout sur le territoire, à vendre à grande échelle, en grande quantité, quoi. Mais en fait, ça a un petit peu coïncidé aussi avec l'explosion des grandes surfaces, des hypermarchés, la possibilité de vendre en gros de la bière qui a partout le même goût et qui tiendra dans le temps. Mais je ne sais pas si c'est... En fait, si l'industrialisation aussi, la bière industrielle, a vraiment été la raison de la disparition des petites brasseries. Ah non, il y en a plein de choses, mais il y a eu la guerre... Quand tu vois la courbe des disparitions, c'est vraiment à l'issue des deux guerres, notamment la Deuxième Guerre mondiale, que bam, tu vois, j'ai le gros... c'est quelque chose que j'avais justement vu dans ma formation. J'ai fait une formation en dégustation, zytologie et compagnie. On a parlé un petit peu de l'histoire de la bière. Et oui, une grosse majorité en fait, des brasseries artisanales ont été démantelées pendant la Deuxième Guerre mondiale sous l'occupation pour récupérer elles étaient en cuivre et que ça partait dans les usines d'armement. Ouais. C'était du recyclage. Et donc, forcément, toutes ces petites brasseries qui étaient dans le nord de la France dont on parlait, 1500 brasseries avec des fermenteurs et des cuves en cuivre, tout a été démantelé, récupéré par l'Allemagne et parti pour faire de l'armement. Il y a ça, je crois qu'il y a une deuxième aussi tendance qui a été celle de la lutte un peu contre l'alcool. Alors il y a eu l'absinthe et compagnie, mais il y a eu, je crois que c'était entre les deux guerres, je ne vais pas dire de conneries, mais entre les deux guerres, si ça s'est fait en même temps que les années, ça fait en même temps que les États-Unis, c'est dans les années 20-30 dans ce cas-là. J'ai pas là-dessus, je sais plus. Et donc du coup, il y a une espèce de lobby qui a promu le vin, qui a défendu quand même le vin. Mais parce que peut-être aussi qu'on est un pays qui avons choisi de promouvoir cette filière-là plutôt qu'une autre filière. Si on s'était attelé à dire il faut sauver la filière brassicole française et allons-y, que les gouvernements s'étaient mis dessus, les gens auraient probablement continué. Il n'y a pas de raison que les gens du Nord se soient arrêtés de produire de la bière. Donc il y a probablement aussi des espèces de raisons, des choix, et puis des choix de stratégie aussi industrielle dans le pays, quoi. Donc, en tout cas, effectivement, la filière brassicole a disparu et s'est faite complètement laminer. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y ait pas eu des farouches défenseurs gaulois qui ne soient pas armés. La bière était quand même beaucoup consommée, notamment dans le Nord. Même jusque dans les années peut-être 70-80, on servait encore de la bière à table aux enfants à l'école. Ouais. La bière de table, les bières faibles en alcool. Mais bon, il y a quand même derrière une culture aussi de la consommation de la bière, et c'est vrai qu'il n'y a pas eu cette... c'est quand même étonnant qu'une filière, que ce soit à ce point tarie, quoi, tu vois. Heureusement maintenant, le mouvement craft est arrivé et a redonné un petit peu de couleur à la bière française, du moins aux brasseries françaises. Voilà, on va faire la distinction entre la bière et la brasserie. Mais maintenant, on est en
en 2021, mais en 2020, je crois qu'il a été référencé plus de 2000 brasseries artisanales en France. Enfin, 2000 brasseries globalement. Peut-être pas artisanales, mais... Et malgré ça, on va faire la distinction entre style et brasserie. Malgré 2000 brasseries en France, on va brasser quoi? On va brasser beaucoup d'IPA, de stout, de sour, Berliner Weisse et de ce style-là. Et au final, nos styles historiques, nos Marzen, enfin nos bières de Mars, nos bières de garde, nos grisettes, au final, on les retrouve très peu. Il y a quelques brasseries qui s'y mettent et qui font ça bien, heureusement. Hein, je pense notamment, quand on parle de grisettes, moi j'ai beaucoup la Goutte d'Or qui me revient à l'esprit parce qu'ils utilisent beaucoup ce terme-là. Mais au final, une grisette, dans l'approche, pour moi, c'est une saison un peu plus légère. Ouais, exact. Ouais, et la grisette, c'est marrant parce qu'il y avait aussi le Triangle, la brasserie du Triangle qui maintenant est partie, qui a embrassé. Et je pense que c'est important de mentionner dans cette réflexion qu'on a aujourd'hui le Canada. Parce que c'est un pays qui, à mon sens, un peu comme l'Italie, qui n'est pas un pays qu'on a identifié comme un pays de bière historiquement, en ce sens qu'il avait cette tradition, mais qui a développé une filière brassicole très jolie. Et c'est un pays qui offre une diversité de bières qui est fantastique, avec cette espèce de lame de fond canadienne, enfin québécoise, qui consiste à défendre absolument la langue française, et donc de réintroduire des styles au nom français dans leur bière. Notamment, je pense que, enfin, pas de conneries, mais c'est au Canada que le style grisette a repris René, c'est probablement. Et donc en France, on s'inspire aussi. Je sais que, enfin, je sais pas quelle est l'inspiration, mais de la Goutte d'Or, mais en tout cas. Déjà, leur brasseur est québécois. Bon, ben voilà. Je pense que ça te donne un élément de réponse. Ouais. Non, mais aujourd'hui, c'est génial de pouvoir voir que on se réapproprie de style grâce au Canada, parce que je pense que le Canada a une vraie place dans le paysage brassicole français, tu vois. Parce qu'effectivement, il y a des brasseurs qui sont venus. Et le Triangle, c'était aussi un brasseur québécois. Ça alors. Ouais. Non, mais donc c'est comme, tu vois, l'expression, en France on dit bière, on dit des sour encore, mais au Canada ils disent des bières surettes ou des bières sûres. Des bières sûres, ouais, beaucoup, ouais, c'est vrai. Et comme tu le dis, il y a aussi la défense de la langue française là-bas, et forcément appeler une bière sour, ça serait ah non, c'est sacrilège. Ouais. Mais je trouve ça chouette de dire, enfin moi j'aime bien l'idée de dire une bière sûre, une surette, tu vois. C'est sympathique. C'est joli. Et donc en tout cas les Canadiens nous montrent un peu la route. Mais c'est vrai qu'en France, là, on a, en tout cas, sur les styles de bière sûre, voilà, on dit une sour, Bon, moi, c'est vrai que ça me, enfin, sans vouloir faire le vieux con, ça me parle vraiment parce que généraliste. Oui, c'est ça. Sour, ça veut dire acidulé. Bon, une fois qu'on a dit ça, on a quand même un patrimoine gastronomique beaucoup plus complexe que la simple expression sour pour dire acidité lactique, acidité vinaigrée, enfin tu vois, acétique et compagnie, quoi. Bon, du coup, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, on se demande si les styles historiques ont un avenir dans la craft française. Bon, au final, un avenir, je sais pas, mais il y a déjà un début de résurgence via quelques brasseries, comme on le disait. Et au final, t'as mis le doigt dessus, c'est grâce plus à nos voisins lointains québécois qu'on arrive à reprendre ces styles et ces termes français dans la bière. J'espère que ça va se développer un peu plus, mais c'est vrai que on est quand même un pays qui, en fait, je pense, qui bénéficie du mouvement craft, qui vient redonner pas mal alors peut-être pas de noblesse, mais en tout cas de popularité à la bière. Mais d'un autre côté, ce mouvement craft, on suit le mouvement américain. On n'a pas encore réellement pris notre indépendance à ce niveau-là, et c'est peut-être là-dessus qu'on va arriver ensuite. Alors, et que ces styles, la grisette, peut-être surette et compagnie, vont peut-être se développer et devenir de plus en plus populaires. Ouais, je suis complètement d'accord. Il y a 6 ans, je me rappelle que quand j'avais la cave, il y avait cette espèce de fashionerie parmi les amateurs de bière un peu geek. Qui consistait à dire que les bières françaises c'était de la merde, c'était dégueu, tu vois. C'était un truc vraiment répandu. Enfin, tu demandes à tous les... Il y a 6 ans, les gens... Ouais, il y a encore beaucoup de geeks qui considèrent les brasseries françaises comme inférieures. Et même pas forcément en parlant de style, on va dire, locaux de tradition brassicole française, mais même faire une IPA en France, ça sera forcément moins bien que faire une IPA au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Alors certes, on est arrivé sur ce marché-là peut-être 30 ans après le marché américain. Est-ce que pour autant on a 30 ans de retard dans notre manière de produire et dans notre
qualité de production, je ne pense pas. Non, mais bon, déjà de dire ça, c'est effectivement un peu couillon. Enfin, je l'ai toujours pensé. Mais surtout, encore une fois, c'est comme si tu demandes à des Américains de faire un Bourgogne, quoi. Oui. Tu vas dire, bah, de toute façon, vous faites que de la merde. Oui, enfin, on n'est pas là pour faire du Bourgogne, en gros, tu vois. Oui. Donc, après, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même des brasseries françaises qui font des très bonnes bières américaines, des très bonnes IPA. Je pense que, enfin, qui ont montré qu'elles avaient été capables de récupérer tout le savoir-faire pour sortir des trucs d'un très haut niveau. Bon, les gens qui disent ça, c'est effectivement des gens qui boivent, qui sont des fanatiques d'IPA, mais c'est derrière, qu'est-ce que ça veut dire? C'est peut-être qu'on ne sera pas les champions de l'IPA, mais c'est pas notre style. Enfin voilà, c'est pas notre style historique. On pourrait s'approprier l'IPA pour faire une IPA ou on pourrait l'appeler autrement. Mais l'IPA telle qu'on la connaît, telle qu'on l'a découverte en tout cas, c'est l'IPA américaine. Et d'ailleurs, ça s'appelle American IPA. Bien sûr. Pas pour rien. Oui, et maintenant, quand tu regardes les débats de Beer Geek sur les forums, les groupes Facebook et compagnie, maintenant on se tape dessus pour savoir si une IPA, si dans les caractéristiques de l'IPA, on doit retrouver l'amertume, parce qu'on est tellement habitué à être biberonné à de l'IPA qui est ultra aromatique, de la NEIPA qui joue que sur l'aromatique du houblon, que des gens disent non, mais l'amertume, c'est pas une caractéristique de l'IPA, on peut faire une IPA sans amertume, tant qu'on a l'aromatique. Alors que bon, le style de base, l'IPA, c'est quand même une bière qui travaille le houblon sur la mérison. Alors oui, il y a des évolutions. Oui, mais historiquement, tu vois, mais genre, je me disais récemment, nous, on a découvert les IPA, je pense en France, on a découvert les IPA de la West Coast. Oui, en premier, bien sûr. C'est comme ça qu'on a découvert les IPA en France. Peut-être aussi parce que c'est là-bas que les brasseries, les microbrasseries se sont développées. Dans un premier temps, oui. Assez rapidement. C'est ce qui est né en premier lieu dans les IPA américaines, avant les IPA East Coast ou NEIPA, bien sûr. Et ensuite, effectivement, on a découvert les IPA du Vermont, on a découvert où l'amertume, en fait, ce que je comprends, sont des évolutions en fait de l'IPA West Coast, mais versions un peu plus adaptées ou un peu plus consensuelles aussi, oui. parce qu'il y a aussi une réalité de marché qui fait que pour se développer, le marché était plus pour eux, donc ils voulaient des trucs un peu moins amers. Et nous, on a connu les deux. Aujourd'hui en France, il y a très peu d'IPA amers. Oui. Après, là-dessus, je pense que le problème, on dévie un petit peu du sujet, mais je pense que le problème aussi, c'est que les brasseries utilisent encore le terme, parfois, juste IPA sur une bière pour désigner leur bière sans avoir d'indication de style. Et que, du coup, avec la mode qui va beaucoup plus à l'aromatique, on retrouve plein de bières qui sont juste étiquetées IPA et qui sont des jus de houblon aromatiques sans amertume. Ouais. Alors, je suis tout à fait d'accord que si tu prends une New England IPA, une East Coast IPA, tu n'es pas obligé d'avoir de l'amertume et que l'aromatique est beaucoup plus important et prédominant, que si tu n'as pas d'amertume, c'est pas grave. Mais du coup, il ne faut pas que ça en vienne à faire dire aux gens non, l'IPA n'est pas amère. Alors que si, l'IPA est amère, la New England ne l'est pas. Je pense que là se niche en fait ce que je disais au début, c'est-à-dire le rôle du marketing dans le développement de certains styles. Je parlais avec un ami barman à Paris qui me disait c'est incroyable. Une bière sur 10 becs, il y a une bière sur laquelle il y a écrit IPA, va se vendre 10 fois plus que... Mais que ce soit de l'IPA ou pas, en fait. Oui, c'est juste... de toute façon, ça se voit, parce que maintenant, même les industriels se sont mis à vouloir récupérer des termes IPA pour vendre leur bière. Par contre, tu vas dans un bar, un contrabrasseur qui te vend... que de l'Heineken, Affligem et compagnie, et qui du coup a rajouté un bec de Lagunitas parce que groupe Heineken, tu vas boire une Lagunitas IPA, ça n'a rien à voir avec ce que tu pourrais boire dans une IPA de geek. Au final, ça n'a pas du tout les mêmes caractéristiques, mais c'est adapté à un public non geek. Mais voilà, on a, comme tu dis, on met une étiquette marketing sur le nom parce que le nom commence à se faire connaître, les gens veulent de l'IPA, mais au final n'en connaissent pas les caractéristiques réelles s'ils ne vont pas dans la craft. En fait, ce que je voulais dire par là, c'est que est-ce que tu penses que les NEIPA auraient eu le succès qu'elles ont s'il n'y avait pas eu le mot IPA dans le nom? Ah non, mais moi je suis tout à fait d'accord qu'une NEIPA est un sous-style de l'IPA et que du coup on doit garder le terme IPA et que ce soit New England IPA, East Coast IPA, c'est pas un problème. C'est juste qu'il ne faut pas qu'on en réduise à juste appeler ça une IPA. Parce que en fait, tout court. Vraiment, si on part du principe que... Après, ça dépend comment est-ce qu'on définit le terme IPA. Mais oui, c'est vrai qu'au final, on a juste travaillé le houblon différemment. C'est juste qu'il y a beaucoup de... Pourquoi c'est pas une OP Ale, une creamy OP Ale, tu vois? Pourquoi pas? Sauf que effectivement, c'est pas vendeur.
Et peut-être aussi après. Et puis je pense que ça vient aussi de l'évolution du style qui s'est pas fait en un coup et qui s'est fait petit à petit. Je lis beaucoup de choses et j'oublie énormément de choses aussi, donc du coup je ne sais plus. J'avais lu des choses sur la naissance de la Naipa et qui au final, à la base, est plus issue d'une double IPA bien chargée en houblon aromatique. Et je pense que de fil et en aiguille, ça s'est transformé en la Naipa telle qu'on la connaît maintenant, mais il n'y a pas eu une rupture soudaine, création d'un nouveau style complètement différent. Et je ne pense pas que dans l'état de New England aux États-Unis, ils appelaient leur bière New England IPA, quoi. Non. Ils appelaient ça des IPA. Et d'ailleurs, c'est vrai que les IPA en Nouvelle-Angleterre ont ce côté hyper gras, en fait, hyper chargé en houblon. Même leurs pale ale sont hyper grasses, hyper chargées en houblon. Et effectivement, le style a été créé sur la base de cette pratique singulière de l'IPA, quoi. Pour en revenir au terroir brassicole français, ouais. On parlait des styles historiques, s'ils avaient un avenir dans la craft. Au final, est-ce qu'on n'irait pas plutôt vers la création d'un nouveau patrimoine brassicole français, au final, comme l'ont fait un peu les Italiens, et passer par ce qu'on sait déjà faire, se baser, comme au final les Italiens, sur notre patrimoine, qu'il soit viticole ou sur tous les autres alcools, comme on le disait tout à l'heure, et créer notre identité sur de la fermentation mixte et spontanée et du vieillissement en barrique. Au final, c'est ce qui se fait beaucoup avec des brasseries qui commencent d'ailleurs à prendre un peu en notoriété auprès des geeks. Bon, on parlait de la Goutte d'Or, on a Ammonite, bien sûr, qui est je pense l'exemple le plus geek actuellement. Moi, au cours de mes vacances et voyages en France, j'ai pu rencontrer une brasserie qui s'appelle la brasserie Bruel, qui est dans le sud-ouest, qui n'est pas forcément très connu, mais qui travaille aussi sur de la barrique, et lui pas que sur du vin, il fait sur plein d'alcools locaux, donc il a du vin aussi, mais il a de la barrique de cognac et ainsi de suite. Voilà, il récupère tout ce qui se fait dans sa région pour avoir de la barrique qui vient de proche de chez lui. Et au final, est-ce que c'est pas ça la bière française, quoi? C'est de la bière qui vient récupérer un peu du patrimoine et des attraits de tous les alcools locaux. Alors, si, je pense que c'est clairement une piste très évidente. Il y a une autre tendance que je n'ai pas évoquée, et certaines brasseries s'y mettent. Nous, on a fait ça. C'est un truc, c'est aussi une des éléments de notre identité. C'est d'intégrer des éléments, d'intégrer des produits locaux, des aromates locaux, des herbes aromatiques locales. Je pense à la brasserie La Malpolon qui fait ça beaucoup, qui fait sa blanche au fenouil ramassée sur le bas-côté, qui est très équilibrée et très intéressante, tu vois, qui est très bien réalisée. Nous, on a fait une bière au foin. Je sais qu'ils en ont fait une aussi. Ouais. En collab avec justement la Goutte d'Or. Ouais. On a fait une bière au thym, origan. Enfin, on a travaillé sur. Oui. C'est des pistes que je trouve très intéressantes parce que c'est aussi une façon de. Enfin, je pense que on fait une bière au pissenlit. Alors ça, c'est un style qui était déjà connu, qui existait déjà, tu vois. Mais ça, je trouve que c'est une direction qui est très intéressante et que qui rejoint aussi une lame de fond très forte dans en règle générale, qui est l'utilisation d'ingrédients locaux, quoi. Bien sûr. Donc je pense que ça, c'est aussi une autre piste en fait pour trouver quelque chose de local. Sur ce sujet-là, on est dans une région, nous particulièrement, on est dans la vallée de Montmorency. La vallée de Montmorency, elle est très connue pour ses cerises. La cerise de Montmorency, elle vient d'ici. Donc peut-être que si demain on développe, on pourra peut-être travailler sur une crique, mais une crique avec des cerises de Montmorency, chez nous. Donc ce sera une crique, mais française. Et puis on verra, peut-être que si elle est suffisamment singulière, peut-être qu'un jour on pourra dire c'est une... C'est la célèbre crique de Montmorency. Ou pas crique, ça pourrait être un autre nom, parce que crique ça ne nous parle pas, mais dire c'est une surette cerise. La cerisette. La cerisette, et ce sera un style français, la cerisette. T'enchaînes parfaitement avec un des points que j'avais noté pour la suite, avec la notion de terroir. Et au final, la notion de terroir, elle ne se caractérise pas que par l'identité locale du produit, mais aussi pour le consommer et produire local. Donc comme tu disais, produire avec des éléments qui proviennent des alentours de la brasserie. Donc faire du produit régional au final. En France, le terroir, on connaît plutôt bien. On maîtrise bien ça sur pas mal d'autres produits de l'alimentaire et de l'agroalimentaire. Mais dans la bière, ça commence à arriver. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Tu le disais donc toi-même avec ce que vous faites ici, avec la Malpolon. Au final,
on trouve ça aussi dans le nom de terroir, c'est ce qui se transmet par la terre. Donc en fait, est-ce que de ce fait, la France, elle n'a pas déjà un gros patrimoine brassicole? Parce que si on prend vraiment déjà à la base de la bière et qu'on va chercher le malt d'orge, le plus gros producteur d'orge européen, c'est la France. On exporte énormément de notre orge dans toutes les brasseries d'Europe et quasiment toutes les bières fabriquées en France le sont en grande majorité avec de l'orge français. Est-ce que le fait déjà d'utiliser de l'orge français pour faire des bières en France, c'est pas déjà lui donner une petite base de notion de terroir? Ou est-ce qu'on là on va trop loin? Non, je pense pas qu'on est trop loin. Je pense que ça dépend de. Au final, les Belges font des bières de terroir français. Ils utilisent notre orge. Ah, c'est beau ça, c'est hyper provocateur. Ouais, vous avez rien à c'est assez méchant là. Je crois que j'attire Sans nous, il n'y aurait pas de filière brassicole belge. Bim. L'Alambic appartient à la France. Voilà. La Flandre est française. Je pense que. Je ne vais pas me faire pote avec les auditeurs belges. Hein. En fait, la notion de terroir, j'avais revu. Enfin, c'est un terme dont la définition. C'est assez vaste et vague. C'est assez vaste, mais en fait, la définition telle qu'elle avait été tournée, en tout cas, je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au-delà de la question de la terre, la notion de terroir, c'est une notion de pratique commune, en fait. Et pour moi, alors, est-ce que l'orge est français? On peut dire qu'il y a un terroir brassicole si l'orge est français. Tu vois, il y a une typicité particulière qui... La question, c'est dans quelle mesure tu te distingues d'eux. C'est-à-dire dans quelle mesure ta pratique ou ce que tu fais est singulier. Et est singulier à une région ou à un territoire. Oui, parler de terroir français, c'est assez faux au final. C'était trop large. Le terroir est peut-être plus régional, plus localisé. C'est sûr qu'il y a un terroir régional. Après, sans vouloir faire de chauvinisme régional, tu vois, je pense que s'il y a un truc français, c'est un peu l'ensemble de toutes ces pratiques-là. Je pense que c'est les mimétismes entre régions, parce que tu peux avoir une brasserie dans le sud de la France et dans le nord. Avec Internet en particulier, il y a du mimétisme. Ah tiens, la brasserie dans le sud-ouest machin, a fait une bière à ça. Ah ouais, machin, un truc, c'est une bonne idée, on va le faire. Il y a des échanges sur les salons, sur les festivals. C'est arrivé que on vienne nous voir en disant ah ouais, cette bière avec ça, c'est une bonne idée, machin truc. Donc ça donne des idées et ça c'est chouette. C'est plutôt bien. Donc je pense qu'effectivement il y a la notion de terroir en termes de terre, de produits locaux, et là-dessus on est champion du monde. Enfin, on a un terroir entre guillemets qui est magnifique. Mais pour moi, le point qui est très important et sur lequel j'aime insister parce que c'est un truc en lequel je crois, sans vouloir faire mon entraîneur de foot, c'est le collectif en fait qui va permettre l'émergence du truc. Oui. C'est qu'il y ait une espèce d'émulation collective. Oui, c'est pas une brasserie qui va réussir à créer un style. Une brasserie peut le faire. Elle va peut-être allumer la mèche. Voilà, elle peut le faire. Mais si personne ne suit derrière, ça va pas forcément. Alors, ça dépend. C'est-à-dire que tu vois, on parle de New England IPA, on parle pas de Hill Farmstead IPA, on parle pas de Alchemist IPA. Oui. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, Alchemist a fait des Fein IPA hyper houblonnées, une double IPA hyper houblonnée. On se rend compte que Hill Farmstead, ces IPA, elles sont hyper grasses. Il y a déjà 2 brasseries qui ont une approche un peu commune de l'IPA. Peut-être que ça vaut la peine de se poser la question. Dans un terroir assez régional, dans une localité proche. Ah ouais, elles sont à 200-300 km. Donc, ok. Ah ouais, il y a un truc commun là qui se passe là, en Nouvelle-Angleterre. Donc là, aujourd'hui... Donc on va appeler ça une New England IPA. Aujourd'hui, la Goutte d'Or commence à faire des grisettes bien travaillées en barrique. Mettons que SPB se mette à faire de la petite grisette sympathique en barrique. Nous, en vrai, que O'Clock fasse de la grisette en barrique. Est-ce qu'on aura la Île-de-France grisette qui va naître? Alors, on peut avoir la francilienne grisette. La francilienne grisette. Francilienne grisette. Je sais pas pourquoi je prends l'accent américain. Parce que ça va s'exporter. Ça va s'exporter. C'est toujours plus stylé. Mais oui, alors, nous, on n'a pas encore fait une bière qu'on a appelée grisette, mais on fait des saisons. Alors, pour l'instant, les saisons qu'on fait, elles sont autour de 6 degrés. Mais effectivement, on peut peut-être se dire que la prochaine, on va la faire à 3,5 et appeler ça la grisette. Donc oui, clairement. Et je pense que, est-ce que ça va être forcément en Ile-de-France? Ça peut être 2 brasseries en Ile-de-France et une brasserie dans le sud de la France, ou 2 brasseries dans le sud de la France. Je pense que voilà, c'est entre guillemets cette espèce d'approche collective, d'intelligence un peu collective, qui va permettre en tout cas de conforter un style français. Ça peut être, et d'ailleurs, l'amorce peut être allô...
la Malpolon, allô la Montagnarde, allô. On se fait une grosse collab tous ensemble et Créons quelque chose. soit est-ce qu'on peut pas se poser autour d'une table et avoir une réflexion ensemble sur ok les gars, voilà, ça vous dit que on travaille cette année la grisette et qu'on l'appelle la grisette, voilà, et donc ça va créer naturellement en fait ce mouvement-là. Et l'objectif, c'est que ce mouvement-là soit reconnu non seulement au niveau national, mais que au niveau international, on se dise « the French font une grisette vraiment intéressante et singulière. Donc, on va l'inscrire au BJCP. » Enfin, tu vois, c'est vrai que la saison au BJCP, la grisette n'y est pas encore. voilà, et je pense que c'est comme ça qu'on va réussir. Je pense que c'est vraiment avec une intelligence collective. Et pour l'instant, on est encore un peu au début du mouvement craft. Enfin, on est un peu au début. Non, ça fait déjà une dizaine d'années, mais je pense que la crise est une opportunité à avoir ces démarches collectives et réfléchir ensemble sur ces notions-là. Porter un petit peu plus de solidarité, c'est une intelligence ensemble parce que c'est de se dire en quoi, vers quoi on va, vers quoi est-ce qu'on veut aller, vers quoi il est intéressant d'aller ensemble. Et dans quelle mesure est-ce qu'une voix ensemble est plus forte qu'une voix tout seul? Et puis moi je reste convaincu aussi que notre métier, la façon dont on a découvert le métier, dont on a redécouvert le métier à travers en tout cas la craft américaine, c'est à travers une notion collaborative, une notion d'intelligence collective très forte. Ouais. Enfin, c'est comme ça que moi j'ai découvert ce métier-là, et c'est aussi ce qui m'a énormément séduit au début de ce mouvement. Et c'est un truc qui existe entre brasseurs. Je ne dis pas entre entreprises de brasserie, et entre brasseurs. Et je pense que c'est ça qu'il faut pouvoir développer. Alors moi, il y a un autre sujet qui n'est pas, qui sera développé dans un autre podcast sur lequel je travaille, mais qui peut peut-être commencer à prendre un petit peu d'intérêt là dans le débat. C'est est-ce que les brasseries en France actuellement, celles qui marchent bien en tout cas, et celles que on va dire le gros des beer geeks ou des intéressés à la craft connaissent, ne sont pas trop guidées par Untapped, par les notes et du coup par des styles particuliers. Parce que est-ce que une brasserie va se dire j'aimerais bien faire une grisette, mais sur Untapped ça va pas passer les 3-5, alors je vais continuer à faire ma triple DDH IPA pour taper le plus de 4 et est-ce qu'il y a pas la mettre en canette et la mettre en canette Ça dépend à qui tu veux la vendre. Si tu veux la vendre à des gens qui sont tout le temps sur Untapped, tu fais de la DDH. Il y a beaucoup, mais il y a beaucoup de. Alors, moi je parlais de bars à la base, mais il y a aussi beaucoup de distributeurs qui maintenant, forcément les bars étant leurs clients, il y a une sorte de chaîne qui s'est créée comme ça. Moi, je vois énormément de consommateurs de beer craft qui utilisent Untapped un peu comme une liste de courses et qui, quand ils sont en cave, vont scanner les codes barres et dire 3,90 non, 4,05 oui. Tu vois, et vont prendre même d'une même brasserie. Alors, je vais prendre Popin comme exemple parce que Popin est assez représentatif de je fais 5 IPA que j'appelle IPA et juste en sous-titre je mets les différents houblons. Si ils mettent une release comme ça avec 3 IPA différentes, juste 3 IPA avec la même base maltée mais avec des houblons différents, le geek il va les scanner les 3 sur Untapped, il va prendre celle qui a la plus grosse note. Est-ce que ça drive pas un petit peu tout le marché derrière de se dire le geek achète en fonction de la note Untapped, donc le caviste va chercher les meilleures notes Untapped, donc le distributeur pour faire plaisir à ses clients va devoir sélectionner en amont et du coup ça drive pas un peu la production des brasseries derrière. Après il y aura toujours des brasseries un petit peu en dehors de ce système là forcément, parce que si des brasseries comme j'imagine comme vous mais à plus grande échelle comme si on prend large la Goutte d'Or, comme on en parlait, si on parle de la Malpolon, si on parle de toutes ces brasseries là qui sont vraiment orientées sur des styles très particuliers et qui vont pas dans le consensuel et dans les styles à la mode, outre ces brasseries là, c'est vrai que la grosse majorité des brasseries maintenant va suivre cette mode qui est au final un peu dirigée par les geeks et par Untapped. Est-ce que ça vient pas aussi tirer un peu la création d'un style français ou d'un patrimoine français brassicole vers le bas? Alors, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Là. Je pense que ça y nuit justement. On essaie de s'approprier un style qui est déjà attribué à la Nouvelle-Angleterre. Ouais. De le faire à la française. Après, même pas en fait. On essaie même pas de le faire à la française. Pour moi, Piggy fait des super. Mais je suis d'accord. Super DDH. Non mais voilà. Pourquoi payer une canne de Naipa importée des États-Unis à 12 balles, 12 ou 14 balles quand tu peux prendre une Piggy à 7 € pour avoir un résultat qui
peut-être sera un petit peu moins bon, mais est-ce que ça vaut le double du prix C'est pas moins bon. J'ai jamais été déçu par Piggy. Non, mais je parle parce que les geeks, ils vont te trouver ça. Ouais, mais c'est parce que sur Ça Untappd, fera il y a aussi 4,22. Du coup, pour eux, c'est meilleur, c'est tout. Moi, ça fera aussi sujet d'un épisode que je tease depuis longtemps, mais un jour, je vais faire venir des beer geeks et je vais leur faire goûter des Naipa à l'aveugle, et on verra ce qu'ils pensent de la Piggy face à la Otherhalf ou face à la Verdante et je ne sais quoi. Mais est-ce que, oui, voilà, on en revient à ça, c'est ce que, au fait, le final, c'est que ces brasseries qui font des Naipa cherchent même pas à faire réapproprier un style et à le faire à la française. Ils veulent faire le style tel qu'il est fait à l'origine. Bon, bah tant mieux, au moins comme ça on colle le style, mais du coup on ne cherche pas derrière à développer un. Je pense que derrière ça, Français. Moi, de point de vue dans la brasserie, la façon dont je capte ça, c'est que il y a deux choses. C'est qu'effectivement, avec l'ère des réseaux sociaux, le moindre commentaire du mec, du troll, tu vois, en fait, tu vois que ça, quoi. Bon, mais ce mec-là, en fait, est archi pas représentatif de la réalité d'un marché. Aujourd'hui, je dirais, un brasseur, il brasse une triple, il va avoir beaucoup de succès, tu vois, commercialement. Alors la triple, pour moi, elle sort un peu de ce schéma-là parce qu'elle ne cherche pas à viser le public du beer geek. C'est ça. Mais donc tu penses que du coup, si on veut créer un style à la française de bière, qui sera donc forcément, à mes yeux, apporté par la mouvance craft, parce que je vois pas un industriel se dire je vais créer un style à la française, ou du moins pas le populariser. Est-ce que tu penses que ça se propagera par le grand public? Alors, je vais dire ce que pense le point de vue d'un brasseur dans sa réalité économique. Parce que je pense que c'est très important d'intégrer cette réalité économique dans le développement et d'un terroir français. Si on peut qualifier ça de terroir. Mais dans notre réalité, il y a... comment dirais-je Profiter pour servir la suivante. Vas-y. Je te laisse développer, je sais. Quand tu ouvres une brasserie et que tu veux accueillir des gens, tu t'adresses à tout le monde. C'est-à-dire que tu n'as pas en ligne de mire exclusivement les beer geeks. Peut-être que certaines brasseries ont cette démarche exclusivement, mais la majorité n'ont pas cette démarche-là. C'est-à-dire que la majorité font un produit parce que ça leur plaît, parce qu'elles aiment faire ce produit-là de telle manière, et ensuite elles essaient de voir comment est-ce que le public qui les entoure, et quand je dis qui les entoure, c'est le voisin, que c'est le mec qui habite à côté, qui va venir acheter ses bières tous les jours. Comment est-ce que tu peux faire pour... c'est lui qui va venir te les acheter. Donc nous, en tant que brasseurs, on est connectés non seulement effectivement au monde beer geek, je dirais, ou aux amateurs de Untappd, et ce monde-là, il y a des brasseurs qui pourront dire « je m'en fous ». On s'en fout jamais. Tu t'en fous jamais de la critique des gens qui connaissent un peu. Cette image de notoriété ou de réputation qu'on a via Untappd ne représente pas la réalité de l'engouement. L'économie de la brasserie. C'est comme pour le cinéma, tu vois. Tu fais un film, ça peut être une bouse. Tu as des critiques horribles sur Ciné Live et compagnie. Mais bon, ça t'a fait un tabac. Quoi. Tu feras plus de thunes avec un énième Avengers qu'avec un film d'auteur français. Alors, oui, mais au-delà d'avoir ce regard un peu critique en disant ouais, c'est pour faire de la thune, c'est que alors parlons de Bienvenue chez les Ch'tis. Comment est-ce qu'on peut parler de ça dans un podcast de bière? Non, mais c'est des films. Tu peux critiquer, tu peux dire voilà, oui, machin, business. Non, c'est un film qui a été extrêmement populaire, qui a touché énormément de monde, et il n'a pas à être critiqué pour sa pauvreté. Enfin, dire, tu vois, il a eu une audience et il a eu un impact qui était positif. Donc effectivement, peut-être que pour les amateurs de films, de cinéma, c'est une bouse, je veux bien le croire, mais il est son succès, donc il mérite d'exister et c'est chouette. Voilà. Donc je pense que pour la bière, tu vois, tu fais une bière qui peut-être va être un peu décriée par la critique de spécialistes. De toute façon, la critique est toujours... tu vois, la critique, elle est jamais satisfaisante pour celui qui brasse, tu vois. Je peux pas vivre en espérant toujours avoir de la bonne critique de gens qui se proclament spécialistes. Donc je pense que, en tout cas, je dis pas que ça... c'est sûr que de constater que les bières qui ont les meilleures notes sur Untappd sont les bières les plus alcoolisées, c'est sûr que ça fait pas forcément du bien au développement d'une scène diversifiée. Au-delà même du terroir, tu vois, d'une scène diversifiée. Pourquoi ? Parce que tu te dis, je vais faire une grisette à 3 degrés, je vais forcément être en dessous de 4. Sauf à ce qu'elle soit archi acide. Et encore, tu vois.
je me suis fait une remarque hier, je sais pas si je commence à devenir fou, mais j'ai l'impression au final que le beer geek moderne, ou même peut-être plus beer snob que beer geek, au final c'est le consommateur lambda d'il y a 6 mois et qui n'a pas réellement changé sa méthode de consommation et qui va chercher dans la bière ce qu'il cherchait dans la bière craft, ce qu'il cherchait déjà dans la bière industrielle, c'est-à-dire que dans la bière industrielle, il allait boire de la triple belge pleine de sucre, et que maintenant il critique cette triple belge pleine de sucre pour aller boire de la triple Naipa pleine de sucre mais formulée différemment. Mais tu sais, c'est marrant que tu dis ça parce que je me suis dit la même chose. Aujourd'hui, quand tu es effectivement connaisseur de bière, tu te dis que la Naipa, la triple Naipa DDH ou TPH ou je sais pas quoi, intellectuellement, si tu veux, il y a quelque chose de très excitant parce que c'est la dimension marketing qui t'excite. Mais en termes de goût, quand on revient au fondement du démarrage de la craft beer en France, le postulat qui était pris par tous les brasseurs que j'ai rencontrés en France il y a 6 ans, c'est on en a marre des bières sucrées, on veut des bières sans sucre, on veut des bières sèches. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a commencé avec de la West Coast plutôt que de la East Coast au final. C'est une comme bière ça que- beaucoup plus résineuse, plus sèche, Plus amère, mais la sécheresse des bières était l'élément vraiment très central dans la création de recettes il y a 6 ans de toutes les brasseries en tout cas avec lesquelles j'ai travaillé. Et maintenant les beer geeks, tu leur sors une brute IPA, ils disent oula non. Alors- C'est quoi ce style qui n'a aucun avenir? Mais la Naipa, il y a peut-être pas beaucoup de sucre résiduel, mais c'est très rond quoi. Oui, bien sûr. C'est très très rond. Et on en revient un à point des où tu bières. n'arrives pas à savoir si tu as des sucres. Enfin, quand tu la goûtes, c'est difficile de te dire est-ce que c'est une bière qui a énormément de sucre résiduel ou est-ce que c'est vraiment le houblon qui apporte autant d'aromatiques, de fruits rôtis, de fruits ultra mûrs, sans que tu aies réellement de sucre derrière. Mais je pense que tu as quand même des. Enfin, au final, même si tu as peut-être moins de sucre résiduel que dans une triple, tu vas retrouver le même, Tu sais, la même recharge dans les saveurs rondes. tu sais que Et- les triples sont des bières qui sont très sèches en fait. En fait, il faut distinguer deux Oui, choses. parce C'est-à-dire que l'alcool a été. Enfin, le sucre a été consommé pour faire de l'alcool. Ouais, en fait, le truc, c'est que effectivement, on a l'idée que. Alors, ça, c'est un truc que j'avais découvert il y a quelques années, mais c'est que la notion de sucre, il y a la perception sucrée et il y a la réalité des sucres résiduels. Et en fait, les sucres résiduels ne donnent pas tellement de sucrosité que ça. Les sucres résiduels, en fait, permettent d'allonger un peu la bouche, d'allonger sur des notes un peu peut-être maltées. Mais la perception sucrée qui est si écœurante, en fait, c'est les esters de la levure. Et sur une Naipa, si la Naipa est faite avec une levure anglaise, comme c'est un peu la tradition des Naipa, la levure anglaise, bon, déjà de base, elle génère des esters un peu sucrés. Tu vois, tu imagines boire une bitter, tu as cette espèce de rondeur d'attaque, tu Oui, vois. bien sûr. Donc ça, c'est le premier élément de la sucrosité. Et évidemment, il n'y a pas tous les houblons, mais il y a des houblons qui apportent cette sensation de sucré très très forte. Les houblons apportent un peu de sucre, mais généralement les sucres sont consommés par les levures pendant le dry hopping, tu vois. Donc c'est vraiment c'est une perception de Oui, c'est une sucrosité, tu vois, perception plus que le. plus oui. qu'une réalité de sucre. Oui, je parlais des brutes IPA, donc au final, qui est un style qui est dédié à avoir le moindre sucre résiduel possible pour être Ouais. la plus sèche possible. Ouais. Pourtant, tu peux faire une brute IPA avec des houblons très aromatiques, très fruits jaunes tropicaux, qui avoir une sensation de sucrosité Ouais. importante sans pour autant avoir de sucre derrière. Et en fait, penser qu'une brute IPA sera forcément une bière en bouche, sèche, amère, c'est faux. On peut la travailler différemment tout en ayant aussi peu de sucre résiduel. Tu peux Mais, effectivement, si tu bourrines comme un dingue sur les houblons, tu pourras, ou alors si tu utilises une levure qui va générer tes esters un peu de sucrosité. Mais ouais, enfin nous, voilà, dans ce cas, sur les triples, c'était. Mais voilà, donc effectivement, c'était l'idée de se dire, bah, on a quitté le sucre, et en fait, on revient au sucre. Et peut-être qu'en fait, la connexion du sucre au sucre, elle s'est faite, comme tu le disais, avec ces gens qui adoraient les triples avec cette dimension très forte, très sucrée, Qui et sont qui rentrés sont dans passés direct au Naipa, en fait, parce que c'est le même. Enfin, Et je pense que le côté très social de notre époque avec Internet, les réseaux sociaux, fait que une personne qui arrive dans le monde de la craft par un groupe Facebook, enfin qui est arrivé dans le monde de la craft en disant j'aime la bonne bière parce que je bois de la triple, je vais aller sur des groupes de bière, et qui s'est fait incendier parce qu'il a dit ah moi j'aime la Pédieu ou je ne sais quoi, c'est senti, enfin a retrouvé un peu cette sucrosité qu'il aimait dans les Naipa et a fait ce saut de l'un à l'autre, tout en se disant derrière ah bah voilà, j'aime la craft, je n'aime plus le sucre belge. Fini le sucre candy quoi. J'ai vu ce post d'ailleurs sur la Pédieu. Ça m'a Ah fait je l'ai rire. pas, j'ai pas vu de post en pauvre. particulier, mais bon ça, je pense que ça doit arriver très régulièrement.
Mais après, c'est vrai que voilà, c'est quelques commentaires sur les réseaux et c'est vrai qu'il y a des trucs toujours un peu virulents, mais c'est des trucs un peu trolls, un peu. En fait, il y a un deuxième truc que je voulais dire et on en avait parlé la dernière fois au téléphone, Alexandre. C'est que il y a peut-être un truc que je déplore un tout petit peu par rapport au mouvement craft, enfin, au mouvement, je dirais, la tendance beer geek, voilà. Ouais. C'est que je suis étonné de la déconnexion entre. Alors, personne ne s'autoproclame beer geek, enfin, si peut-être certains, mais c'est comme Bobo, personne n'est Bobo, tu vois. Mais c'est la déconnexion entre le consommateur de bière, je mets entre guillemets, aficionados, tu vois, enfin, celui qui est censé connaître bien les styles, les machins, à quel point il est déconnecté de la réalité de la brasserie. Ouais. Après, moi, je fais une nuance entre la notion de beer geek et la notion de beer snob. Et personnellement, si je devais me décrire, je me décrirais comme un beer geek. Geek dans le sens passionné qui aime découvrir la bière et qui veut découvrir la bière dans tous ses aspects. Et pour moi, le geek, à proprement parler, aimera autant aller découvrir une IPA qu'une lager, qu'une bière barriquée, qu'une saison ou je ne sais quoi. Là où le beer snob, c'est un peu l'étape très précoce du beer geek qui pense tout savoir sans en rien savoir et qui étale sa science alors qu'il n'aime que 3 styles de bière et qui crache sur tous les autres. Ouais. Après, on peut ne pas tout aimer, mais penser un style supérieur, pour moi, c'est une aberration. Oui, je suis d'accord. Bon, en tout cas, alors, je ne sais pas vraiment de qui je parle, mais disons que le profil, je le vois bien en tout cas. Je pense que c'est important et plus que jamais qu'il y ait des ponts qui soient vraiment faits entre le dégustateur de bière amateur, on va l'appeler comme ça de manière générale, et la brasserie. Et quand je dis la brasserie, c'est venir dans une brasserie, au-delà du fait de voir comment on fait de la bière, bon ça je pense que... Bien sûr. Mais c'est quoi en fait la réalité d'une brasserie ? C'est quoi le job ? Et honnêtement, je pense que quand chacun de nous s'est lancé dans la brasserie, il n'avait pas vraiment d'idée de à quoi ça allait ressembler. Quelles sont nos contraintes ? Quelles sont nos contraintes économiques ? Comment tu jongles avec effectivement tes principes et tes valeurs ? Tu parlais de... est-ce que quand tu vois que sur Untappd, c'est la double IPA DDH qui cartonne, tu vas faire ça ? Chaque brasserie se positionne différemment. T'as des brasseries qui vont se dire vas-y, je vais faire ça. Ouais, vas-y, je vais faire ça et je vais être le plus hardcore possible. T'as des brasseries qui vont se dire moi j'aime pas trop ça, donc je fais plutôt, ou je fais mes styles, mes trucs et je vais en faire une ou deux parce que ça va me permettre de vous accompagner. Et puis t'as des brasseries qui disent fuck, genre non, je vais pas faire de DDH machin truc, c'est pas ma cam, je ferai pas et je préfère mourir avec mon glaive, entre guillemets, tu vois. Ouais, bien mais sûr. Et chaque brasserie se positionne face à ce sujet-là différemment en fonction en fait de ses contraintes. Pour être un peu radical, tu es une petite brasserie, t'habites dans la maison qui se trouve sur le même terrain que ta brasserie. C'est ta brasserie qui paye ton loyer. T'as des contraintes financières qui sont extrêmement réduites, tu vois. Tu peux dire j'en ai rien à foutre des WH, n'avais pas machin. Moi je fais que des sour. Bien sûr. Pardon, j'ai dit sour. Tu fais que des surettes. Tu fais que des fermentations mixtes. Et vas-y. Et je cherche pas à avoir une production de 1000 hectos par an. Avec 200-300 hectos, je vis bien, tu vois. Bien sûr. Et ben tu peux te le permettre. Mais quand tu es une brasserie en banlieue parisienne... Oui. T'as pas les mêmes charges, t'as pas... Tu joues peut-être pas dans la même cour. En fait, t'es obligé d'avoir un peu de débit sur une bière. Est-ce que ça veut dire qu'il faut absolument faire une DDH ? N'avez pas ? Non. Et je pense qu'il faut être créatif et c'est là qu'il faut être malin pour se distinguer. Mais toi, on parlait de la goutte d'or, je pense qu'on en revient encore, c'est un bon exemple. Est-ce que c'est avec leur grisette, leur saison et leur barriquet qui vivent ? J'en doute. C'est avec leur gamme permanente que les beer geeks vont snobber, mais qui vont vendre au plus grand public, qui vont être distribués à des GMS en local, qui vont vendre au public de quartier qui vient acheter des cartons à la brasserie pour sa consommation personnelle. Mais c'est pas avec une bouteille de saison collab avec la Malpolon ou avec Denham ou je ne sais qui vont faire le gros de leur beurre. Peut-être pas, tu vois, je vais te parler de nous, notre brasserie. Nous, 50% de notre production, c'est la bière Batignolles. C'est l'American Pale Ale. Une seule référence qui fait 50% de la prod. C'est la bière historique en fait. En fait, on n'a pas brassé d'autres bières pendant 4 ans parce que j'avais pas l'outil. C'est l'American Pale Ale.
on l'aime, on l'aime pas. Enfin, c'est une American Pale Ale qui est houblonnée un peu comme une IPA et qui a une base de malt qui est travaillée un peu à la belge avec des multipaliers et compagnie. D'accord. Et une base de malt qui est un peu plus riche qu'une American Pale Ale plus classique. Bon, bref, le fait est que c'est la bière qui nous permet de payer en tout cas une grosse partie des charges aujourd'hui. Et nous, on a ça aussi qui te permet derrière d'avoir un peu plus de liberté dans la créativité sur les autres F. Exactement. En fait, pour pouvoir, en fait, plus on veut expérimenter en barrique, plus l'expérimentation, ça veut dire jeter de la bière. En tout cas, nous, ça nous est arrivé de jeter de la bière. Et c'est-à-dire qu'on vend pas un truc qu'on n'estime pas bon. Ou alors, non, on le jette. Ça a un coût. Et donc, effectivement, on fait ce qu'en médecine, ils appellent une péréquation, c'est-à-dire que on doit avoir des bières qui se vendent bien pour pouvoir faire des bières qui se vendent moins bien, mais sur lesquelles, en fait, on fait de l'expérimentation, on va plus loin, on va dans les arômes qui nous plaisent, quoi. Et on va prendre du plaisir aussi. Et on va prendre... Alors, on va prendre plus de... C'est vrai que après, j'ai toujours du plaisir à brasser Batignolles, à essayer de l'améliorer en soi, mais c'est vrai que en fait, après, ça dépend comment tu es, mais le plaisir, en fait, en tout cas en ce qui me concerne, mais je pense toi aussi, Valentin, t'es comme ça, on le prend dans l'expérimentation. C'est en fait de faire 2 fois la même chose. C'est pas que ça nous emmerde, mais c'est hyper excitant en fait de continuer à expérimenter. Parce que l'expérimentation, elle est peut-être plus intense quand tu vas travailler sur quelque chose de complètement nouveau que quand tu vas brasser une deuxième fois ta Batignolles, même si tu essayes de l'améliorer à chaque fois. Tu auras toujours un petit peu d'amélioration, de créativité, de nouveauté dessus. Mais c'est différent de se dire il se passe quoi si je brasse telle saison avec tel vieillissement dans telle barrique pendant tant de mois. Ouais, tu fais de la découverte, tu vas découvrir. Toujours un peu plus c'est un peu plus motivant, enfin pas motivant, mais plus stimulant aussi. Stimulant, ouais. C'est différent. C'est différent. Après, chacun a son approche et je sais qu'il y a des brasseurs qui... on est en train de boire une bière de la brasserie du Mont-Salève. Oui, d'ailleurs, on n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé. Ouais, je connais pas personnellement le brasseur plus que ça. J'avais vendu un peu ses bières à la cave, mais j'avais cru comprendre que c'est quelqu'un qui adore créer des nouvelles bières systématiquement et que brasser 2 fois la même bière, c'est pas le truc qui le passionne. Après, Mont-Salève a une gamme permanente aussi. Ouais. C'est classique, mais c'est vrai que c'est pas là-dessus qu'ils se sont fait leur réputation chez les geeks en tout cas. Et évidemment. T'es obligé d'avoir une gamme permanente. Et là, donc du coup, on est sur une de leurs dernières sorties. Ils ont fait une gamme de 3 bières barriquées. Donc ça, c'est la numéro 1 des 3 qui sont juste appelées bières barriquées. Elles n'ont pas d'autre nom. Et là, si je prends la description, on est sur un assemblage de bières blondes fermentées avec des levures indigènes de raisin, vieillies 5 ans en barrique, avec un assemblage de Berliner Weiss vieilli en fût de Sauterne et de spontané et de lager vieilli. Donc il y a un peu de tout. C'est rigolo d'avoir précisé les éléments dans le mixte. Ouais, il y a vraiment de tout dedans. Mais moi, ce qui m'a étonné, c'est que derrière, tu as quand même à la base un assemblage de bières blondes fermentées avec des levures indigènes de raisin et vieillies 5 ans en barrique. Plus d'autres choses derrière, mais tu as quand même un truc qui a fait 5 ans en barrique là-dedans. C'est pas une durée de barrique que tu vois fréquemment dans la bière. Il avait peut-être en même temps, t'as pas beaucoup de brasseries qui ont aussi assez. Ouais. Tu sais, c'est probablement la bière qu'il a mise en barrique il y a 5 ans, qui à 5 ans n'était pas intéressante et qui, en 5 ans, en fait, a développé le côté un peu vinaigré qu'on a, tu vois, le côté un peu acétique. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors ça c'est l'assemblage, c'est une partie que je trouve absolument fantastique dans la bière, c'est que dans l'assemblage, il y a une approche où c'est quasiment une approche de cuisine, tu vois. T'es un vrai cuisinier, c'est-à-dire tu dis, je prendrais bien un peu de celle-ci pour saupoudrer celle-ci, tu vois. Et probablement, celle de 5 ans, ça a été sa base qui a donné toute la profondeur à la bière et qui l'a agrémenté, qui l'a peut-être un peu atténué, parce que 5 ans dans une barrique, s'il n'a pas houillé sa barrique, donc c'est-à-dire que s'il n'a pas remis de la bière dans la barrique de manière qu'il n'y ait pas d'air entre la bière et le haut du tonneau, ça a dû partir en vinaigre, donc ça fait une bonne base et en gros ça permet de faire un assemblage intéressant et de donner de la profondeur à l'assemblage, quoi. Du coup c'est très bon. Enfin, moi personnellement, j'adore. Très sympa aussi. C'est difficile de distinguer en fait tout ce qu'il y a dedans parce que tu vois, il y a de la dans l'assemblage, il y a de la Berliner Weiss vieillie en fût de Sauterne, il y a de la lager. Et là, on est dans de la fermentation ultra mixte. Il y a de tout. Mais en fait, il y a une grosse complexité. C'est assez dur de démêler toutes les strates qu'il y a. Je pense que mais c'est très bon. Donc, ouais, c'est très bon. Et puis je pense que c'est rare en fait que dans un assemblage avec autant d'éléments, tu vois, tu le précises sur l'étiquette. Oui. C'est rigolo de l'avoir fait.
ce que je trouve intéressant, c'est que c'est effectivement, ça amène à ce genre de réflexion autour de est-ce que je le sens, est-ce que machin. Bon, je pense qu'il faut juste apprécier sans trop intellectualiser le truc. Mais voilà, comme tu le dis, au final, l'assemblage, c'est une pratique à part, c'est un métier à part. Et ça, mais je pense que ça peut faire partie aussi de ces compétences qui vont créer des styles à la française. Bon, je sais que j'en parle à tous les épisodes, c'est notre fil rouge, mais il y a Ammonite. Ammonite, Simon, lui, il se décrit lui-même pas comme un brasseur, mais comme un maître de chai, quelqu'un qui fait de l'assemblage, qui sélectionne de la barrique. Son cœur de métier, son passé, son expérience, elle vient du vin, elle vient pas de la bière, donc il sait brasser, il brasse une seule recette à chaque fois, mais tout son travail et tout ce qui va apporter les spécificités de chacune de ses cuvées, c'est la sélection de la barrique et l'assemblage. Et ça, pour le coup, on retrouve un peu ce pont avec le milieu du vin, qui peut créer aussi une sorte de milieu, de méthode à la française. Au final, ouais, est-ce que l'avenir brassicole français, vraiment caractéristique de la bière française, va passer par un style, chercher à faire revivre un style historique qu'on ne connaît pas, ou par créer une méthode comme celle-ci, ou par l'utilisation de méthodes françaises. Mais, alors, tu vois, j'avais un autre axe aussi qui était, on parlait du terroir et donc de l'utilisation de produits locaux. Au final, est-ce qu'une bière française, c'est pas une bière d'un style certes déjà existant, mais qui est fait avec des produits locaux comme toi t'aimes le faire? Et là, on peut aller jusqu'à très loin dans le local, parce que maintenant, avec la filière brassicole qui renaît en France, on n'a pas que les brasseries qui arrivent. On a des houblonnières, on a des malteries indépendantes et artisanales. Donc tu vois, est-ce que dire je fais ma bière avec du malt, des houblons qui viennent de moins de 200 km autour de ma brasserie, c'est pas une manière de dire je fais ma bière française, même si c'est pour brasser une IPA avec? Alors j'ai pas tu vois, la prétention de définir ce que c'est une bière française. En fait, quand on regarde l'Italie et le Canada, ce qui nous permet de dire qu'il y a une typicité un peu locale. Tu parlais des grape ale. Moi, je savais pas que c'était une typicité, qu'on pouvait rattacher ça à l'Italie, parce que beaucoup le font. Parce que effectivement, on en a, il y en a en France aussi. Donc, mais c'est un style qui a un peu été remis au goût du jour par les Italiens. Ouais. Ce qui en fait, j'ai eu la chance de voyager entre le Canada et le Vermont l'année dernière, il y a 2 ans, pardon. J'ai vraiment vu l'écart entre la brasserie canadienne et la brasserie américaine. Et je sais pas ce qui fait la typicité des bières canadiennes, mais ce que j'ai constaté, c'est l'immense créativité canadienne, québécoise, dans le brassage de bière. Quand je dis créativité, c'est que, alors bien évidemment, je suis allé chez Denham et je suis allé dans la brasserie de la ville d'à côté qui fait que de la brette. Bon, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi du ciel, il y a Trou du Diable. Il y a des choses incroyables. En fait, je dirais que si on devait définir une spécificité canadienne, la façon dont je le ferais, c'est que c'est un mélange de toutes les nations de bière. Il y a une approche américaine évidente, mais il y a une grosse influence belge, il y a une grosse influence allemande. Mais ça, elle est de manière générale, je pense aussi aux États-Unis, la grosse influence, peut-être moins maintenant, mais à la base de la naissance de la mouvance craft, c'est le très célèbre Michael Jackson, mais pas le chanteur, qui a quand même redonné toutes ses lettres de noblesse à la bière belge là-bas. C'est vrai. Et c'est un peu de là aussi que c'est rené. C'est vrai. Le Canada aussi, c'était un gros pays de bière belge, mais en tout cas, quand on voit la scène brassicole aujourd'hui, il y a aussi cet élément d'éléments du terroir local, de produits locaux. Les Canadiens sont à fond là-dedans, quoi. Oui, évidemment. Alors je connais pas toutes les baies qu'ils utilisent. Enfin, on le voit dans les différentes brasseries que je viens de citer. Il y a ce gros travail là. Donc, en tout cas, je pense que l'approche canadienne est une vraie inspiration, en tout cas dans notre approche, dans la définition d'un terroir un peu local. Et donc, les Italiens avec leur grape ale et leur approche, parce que la réalité aussi de l'économie brassicole italienne, c'est que le paysage brassicole italien, il est principalement composé de toutes petites brasseries familiales, dans lesquelles il y a 1 ou 2 personnes qui travaillent, et qui est un peu l'exemple dont je te parlais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est toute petite activité qui ne dépendent pas forcément d'un marché national, et qui peuvent aller à fond dans leur truc. Bien sûr. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup plus de petites productions indépendantes, locales,
beaucoup plus aussi un peu travaillé sur les styles. Par contre, c'est vrai que les Italiens ont aussi la réputation d'être chers. Et je pense que ça en découle aussi, c'est que tu peux pas, t'as pas l'échelle de production qui te permet non plus de sortir de la bière. Au final, ils ont après, c'est peut-être qu'une image ou peut-être que ce qui s'exporte, mais ils ont ce côté bière qui vient un peu jouer sur les plates-bandes du vin. L'une des explications du prix de la bière en Italie, c'est que c'est pas un pays de bière, hein, évidemment, c'est un pays de vin. Et donc c'est une économie qui s'est développée grâce au restaurant et aux caves, quasi exclusivement. Donc si tu veux, très peu de bars, tu vois. Oui, c'est de la bière que tu peux te permettre de servir à table. Il faut qu'elle ait quand même un minimum de... Donc il faut qu'elle soit suffisamment singulière. Il faut qu'elle soit suffisamment singulière pour que tu la mettes à table sur une table italienne. Plus, voilà. C'est même pays de gastronomie aussi. Hein, pays de la gastronomie où tu as quand même des vins incroyables. Donc il faut que tu puisses concurrencer ces trucs-là. Et effectivement des micro-productions. Donc on est sur une économie où effectivement les bières coûtent cher. Et le pendant, c'est qu'elles sont travaillées avec beaucoup d'attention et de temps. Et nous, en France, ce qui est aussi intéressant chez nous, c'est qu'on est un peu à la croisée entre cet univers-là, de toutes petites productions, qui peuvent vivre. J'entendais ton podcast sur Ammonite, et c'était Simon, c'est ça, qui travaillait énormément avec des restaurants, j'imagine. C'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Lui, il a explosé auprès des Beer Geeks avec une seule review sur un groupe Facebook fin 2019. Mais il produisait déjà avant ça, et avant ça, une grosse majorité de sa production était destinée à des restaurants. Il était servi sur des belles tables déjà, tu vois. Et donc, j'ai quelque part... C'est vrai qu'il a une similitude avec ce que tu décris du marché italien. Du marché italien. Et à côté de ça, il y a une autre dynamique chez nous qui est que peut-être qu'on est un pays qui est un pays un peu plus de bière que ne l'est l'Italie. Et donc, peut-être que tu vois, on a cette espèce de double dynamique où tu as d'autres brasseries en France qui sont des micro-brasseries et qui cartonnent et qui ont peut-être l'opportunité de vraiment se développer beaucoup plus. Et en tout cas, voilà. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que le marché et l'économie d'un pays est extrêmement déterminante dans la physionomie des brasseries du pays. Et pour en revenir au terroir local, on sait que, par exemple, le houblon, il y a beaucoup maintenant de houblons modernes qui sont protégés, qui sont déposés, brevetés, que tu ne peux pas produire comme tu le veux, qui sont exclusivité de Yakimachif ou ce genre de choses. Par contre, on sait que quand un houblon, même une production de houblon américain qui maintenant est, on va dire, libre de droit, si tu le cultives aux États-Unis, si tu le cultives dans le nord de la France, si tu le cultives, je ne sais pas moi, au Canada, je ne sais pas s'ils cultivent du houblon, ça aura beau être la même variété, il va développer des caractéristiques différentes. Est-ce qu'au final, on ne peut pas aussi parler de patrimoine de brassicole français en se disant je vais faire mon IPA, certes c'est pas un style français, par contre je le fais avec des houblons, je vais faire mon American IPA pour vraiment aller très large dans l'exemple. Mon American IPA, donc une IPA avec des houblons américains, je vais la faire avec du houblon, je ne sais pas, avec du cascade ou ce genre de choses. Par contre, je vais le faire avec du cascade qui est cultivé dans une houblonnière artisanale à 30 km de chez moi en France. Au final, elle n'aura plus les caractéristiques gustatives de l'American IPA telle qu'elle a été produite avec des houblons américains ou aux États-Unis. Est-ce que pour autant, on n'aurait pas fait du coup une American IPA française, un truc complètement du coup loufoque, hein, mais est-ce que c'est pas une manière aussi de se pas réapproprier, mais de créer un patrimoine français sans aller dans la création de style? Je pense que c'est... Ou est-ce qu'on est dans trop de subtilité peut-être? Non, franchement, je juge pas vraiment, je juge pas du tout ce genre de démarche. Je pense que ça constitue, parce que on parle de patrimoine ou de terroir français brassicole, ça ne veut pas dire que c'est forcément 1, 2, 3 styles. Ça peut être aussi des styles étrangers réappropriés. Enfin, je veux dire, la notion de patrimoine, c'est pas un truc hyper figé où tu te dis voilà, il y a que ça. C'est et effectivement, faire une IPA américaine avec des houblons issus du terroir français, c'est une façon de s'approprier, de recréer un espèce de terroir. Est-ce que c'est la façon la plus durable? Je sais pas. Oui, bien sûr. Parce que c'est peut-être
durable, encore une fois, parce que est-ce que c'est suffisamment distinctif de ce qui se fait ailleurs, tu vois, Oui, pour que ce soit durable. Est-ce que ça peut être une identité française? Probablement pas, parce c'est que pas hyper fort, quoi. assez, C'est pas hyper fort. distinctif. Ouais, exactement. C'est pas hyper distinctif. Donc, est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est suffisant pour constituer vraiment un terroir? Moi, personnellement, j'en suis pas convaincu. Bien sûr. Mais en revanche, d'utiliser le houblon américain, quel qu'il soit, cultivé en France, je trouve que c'est intéressant parce que, encore une fois, il ne faut pas être fermé au croisement. Je veux dire, la plupart des pieds de vignobles en France sont issus des États-Unis, tu vois, d'un pied américain parce qu'il était plus résistant que les nôtres au mildiou, je sais plus quoi. Enfin voilà. Donc, je pense pas qu'il faille être fermé à l'idée de récupérer des éléments des traditions extérieures. La question, c'est qu'est-ce qu'on innove, tu vois? Si l'innovation, elle me semble pas immense à se dire, on prend une variété américaine qu'on fait planter chez nous et on fait le même style qu'aux États-Unis. C'est une petite innovation, c'est pas une grosse innovation. Donc voilà, c'est juste ce que je dis. Et donc peut-être ça peut être intéressant d'aller plus loin, c'est-à-dire de dire voilà, je prends ce houblon-là, mais je vais pas le mettre sur une IPA, je vais le mettre sur une grisette. Peut-être, je sais pas, j'essaie. Pourquoi pas. Enfin, une grisette avec un houblon américain francisé. On serait sur une combinaison de différents facteurs pour. Et donc voilà, c'est un peu plus original, tu vois. Et je pense que plus tu pousses cette réflexion-là pour eux, plus tu peux créer quelque chose d'unique. Je sais pas si on a beaucoup de choses encore à explorer. Je pense qu'on peut peut-être commencer à conclure, même si je pense que la conclusion va être un peu dense, peut-être longue. Mais au final. Donc à la question, c'était la question. La question. Alors j'y reviendrai dans la conclusion de la conclusion. La conclusion de la conclusion, pardon. Mais est-ce que déjà la France peut développer un patrimoine brassicole par un style français historique, un revival de style comme l'ont fait certaines nations? Moi personnellement, je ne suis pas convaincu que, alors peut-être à petite échelle, mais je ne suis pas convaincu qu'un style historique comme on disait la bière de garde devienne le futur de la production brassicole française. Je pense pas que ça fait pas rêver. Ça fait pas rêver. Ouais, déjà. Et c'est une bonne raison. Ça fait pas forcément rêver. Donc, je pense que ça mérite, ça doit exister. Je pense que c'est intéressant de le faire revivre. Bien sûr. Oh, mais il a le mérite. Il est méritant. Il doit exister des styles français. On n'a pas de raison de les laisser dans l'oubli. Mais est-ce que c'est ça qui va nous de se les réapproprier? Je suis pas sûr. En fait, je pense que c'est important de se les réapproprier. C'est-à-dire que et nous d'ailleurs, enfin, on a un projet de bière, tu vois. Alors, j'hésite toujours encore entre travailler sur une approche Oud Brune ou Old Ale. Quelle est la différence? C'est pas évident. L'origine géographique. L'origine géographique et puis surtout la levure, l'expression de levure. Mais Old Ale, Oud Brune, bière de garde, c'est quoi la différence? Donc tu vois, en tout cas on a cette réflexion là autour de ces bières qu'on va caractériser de bières avec une base de malt un peu riche, avec un peu de malt caramel, avec des maltes Vienna, un peu de Munich, tu vois, pour quelque chose d'un peu gourmand, et que tu fermentes avec une première souche de levure que l'on va choisir, avec un profil plutôt anglais, plutôt sur des fruits secs, fruits confits, tu vois, ou de la pomme même d'ailleurs, parce que certaines levures anglaises donnent des arômes un peu de pomme verte, ou alors de partir sur une levure plutôt saison, avec le profil saison qu'on connaît bien. Mais pourquoi est-ce qu'on appellerait pas bière de garde? Tu vois? Pourquoi pas? Pour faire une espèce de revival. Donc je pense qu'il y a une place pour ça. Mais c'est sûr que je crois beaucoup plus, en tout cas, j'ai plus envie de réfléchir, en tout cas, encore une fois, collectivement, et j'insiste parce que je pense que c'est le moment pour en parler, et c'est très important, c'est qu'il y ait une vraie réflexion commune. C'est des brasseries 2 à 2, c'est pas toutes les brasseries ensemble, c'est bien sûr que les connexions se fassent. Il y en a déjà on les voit apparaître, tu vois. On voit telle brasserie, tiens, elle prend une direction que j'ai commencé à prendre. Eh ben, passons-nous un coup de fil, multiplions les collaborations. Au final, c'est peut-être un petit peu bisounours de le dire comme ça, mais on reste dans un milieu qui est quand même très ouvert, où en tout cas, aux yeux du grand public, il y a de la collaboration qui se fait entre plein de brasseries. Les brasseries ont l'air de globalement bien s'entendre, et je pense que ça faciliterait ce genre de démarche. Ouais, je pense que ça se fait pas assez. J'ai l'impression qu'après, c'est peut-être mais parce que je suis plus en cave, donc j'ai plus de vision générale sur le monde brassicole. Mais moi, à l'époque quand on avait la cave, la collaboration, c'était comme dans le rap, tu vois. C'était il y avait des collaborations fréquemment. Bien sûr. Et j'ai l'impression que là, il y en a quelques-unes
Mais ça fait. Alors après, il y a eu le Bah, Covid. Il y a le Covid, mais je veux dire, Ouais, c'est peut-être que ça a freiné cette chose-là. Je suis d'accord Mais c'est que hyper important j'entends de d'en voir reprendre moins ça. maintenant, mais il y a toujours des brasseries. Après, c'est peut-être une spécificité à certaines brasseries aussi. Peut-être qu'il y a des brasseries qui sont un peu plus réticentes à la collab, alors que d'autres en font beaucoup. Enfin, tu vois, par exemple, je prends les exemples des gens que je connais, des brasseries que j'ai fréquentées. Bon, on reparle de la Goutte d'Or, eux, toute leur gamme barriquée, c'est quasiment que des collabs. La Petite Mèze à Tours, toute leur gamme quasiment éphémère, c'est aussi quasiment que de la collab. Il y a beaucoup de brasseries qui basent en tout cas leur éphémère sur de la collaboration. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y a, c'est peut-être pas forcément les brasseries les plus hype et les plus à la mode. La Débauche, est-ce qu'ils font de la collab? Je suis pas sûr d'avoir vu beaucoup de collabs de la Débauche. Piggy, ils en font quelques-unes. On en a vu récemment, par exemple, avec O'Clock et des choses comme ça. Ouais. Popin, je suis pas sûr qu'ils fassent des masses de collabs non plus. Donc c'est vrai que les plus gros noms, ils en ont fait. Ça, je sais qu'ils en ont fait, mais ça fait pas partie du gros de leur activité. Alors après, il y a effectivement il y a collab. Faire une collab, il y a plein de raisons de faire une collab. Il y a des collabs où il y a des collabs un peu de. Il y a eu pas mal de collabs un temps de collabs pour encore comme dans le rap, pardon de citer le. Mais entre le petit jeune qui vient d'arriver et le mastodonte pour se faire connaître, tu vois. Mais là, je parle de vrais collabs, pas orientés co-branding, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais orientés co-création. Mélanger des savoir-faire. Avoir vraiment une approche, une vision où l'objectif n'est pas de se faire mousser soi-même mais de vraiment réfléchir autour de l'idée de qu'est-ce qu'on peut développer vraiment ensemble dans une logique de développer un truc un peu commun. De dire, regardez, on a fait la maxi collab avec le numéro 1 Untapped français, le numéro 1 Untapped anglais, le numéro 1. Mais dire qu'on va aller chercher des affinités avec des brasseries qui permettent de créer une sorte d'émulsion de créative. Exactement. Ça, ce serait fantastique. En tout cas, pour nous, on est à fond là-dedans. Enfin, on est hyper ouvert à ce genre de choses. Et après, il faut trouver le temps pour le faire. Mais je pense que c'est ça la direction à prendre. Mais d'ailleurs, en fait, on s'est un peu connus par hasard. Et moi, je t'ai découvert quand tu as pris contact avec moi. Et, c'est grâce à Valentin. Ah ouais, c'est moi. Merci Valentin. Et en fait, moi, j'ai découvert une brasserie, en tout cas des bières, qui sont exactement dans les styles qui, moi, me plaisent et qui me parlent en ce moment. Il y a une sorte on l'avait évoqué dans un des épisodes, mais une sorte de roue du beer geek. Alors, je sais pas si elle est toujours d'actualité, mais de dire, on rentre dans la bière par la belge, on passe par l'IPA, après ça, on va découvrir les sour, les stouts et ainsi de suite. Et une fois qu'on aura bien roulé notre boss, on va revenir à des styles un peu plus classiques et traditionnels, revenir à la lager, découvrir les saisons et ce genre de choses. Je sais pas si c'est un lien avec ça, mais en tout cas, moi, j'ai eu une grosse période d'IPA et au point d'arriver à un stade où j'en pouvais plus, où je buvais beaucoup de sour, beaucoup de stout. Maintenant, je reviens beaucoup à l'IPA. Je reprends plaisir à boire d'IPA, mais c'est parce que pendant presque un an, j'en buvais presque plus. Mais par contre, dans les styles que j'ai redécouverts et que j'adore, c'est tous les styles un peu plus sauvages, un peu plus fermiers. Et donc toutes les lambics, toutes les saisons, ce genre de choses. On parlait d'Ammonite, ça a été une découverte, mais pas que sur le côté bière, parce que la personne derrière est aussi incroyable. Ça autre chose, mais redécouvrir, me dire, je suis à Paris, je travaille à 500 mètres de la Goutte d'Or. J'avais quasiment jamais goûté une de leurs bières avant, il y a 3 mois. Là, je découvre que tu as des superbes saisons. Enfin, c'est des styles qui me parlent de plus en plus et qui aussi peut-être me parlent plus dans le sens où c'est des styles qui sont plus proches de notre terroir local. Et là, je vais sortir du terroir français, mais au moins des terroirs brassicoles, un peu historiques, européens, qu'on a aussi bien dans les bières typées belges, françaises, allemandes, anglaises, et sortir un peu de cette omniprésence américaine qui est dans la craft actuelle. Enfin, je crois que, tu vois, on a un patrimoine gastronomique et culinaire qui est inhérent à qui nous sommes. Alors après, ça dépend d'où on vient, mais je veux dire, en tout cas, quand on a vécu en France, tu vois, il y a des éléments qui sont quand même, qui ne sont pas définissables, qui ne sont pas perceptibles, mais qui sont ces éléments qui font que ton déjeuner, quand tu vas manger ton entrecôte de frites, généralement tu prends ton verre de vin de table dégueu, tu vois, mais il est râpeux comme il faut, mais tu vois, c'est avec ça qu'on a grandi. Ouais. Et donc ça, c'est inscrit dans ton patrimoine, tu vois. Donc après la découverte d'IPA et compagnie, où effectivement c'était nouveau, c'était intéressant, ça apporte de la nouveauté dans le goût, tu peux pas t'empêcher de revenir en fait à qui tu es et ce avec quoi tu as grandi. Et je pense mais d'un autre côté, j'ai pas grandi avec les saisons. Et pourtant, t'as pas grandi avec les saisons, mais t'as grandi quand même avec le vin et les saisons, les saisons historiquement
Et comme les bières qu'on est en train de boire maintenant, c'est des bières c'est des bières, culture. on les appelle ça vineuses parce qu'elles ont... C'est des bières que tu servais aussi aux ouvriers ou aux gens qui allaient dans les vignes faire les récoltes à la fin de la journée pour bien désaltérer. Et qui se servent à table, et qui à table, donc qui accompagnent les plats que l'on connaît. C'est vrai. Tu vois Oui, on est sur une bière qui est plus gastronomique, qui est plus qui s'accorde peut-être mieux avec de la nourriture et à table, parce que on parle beaucoup en ce moment d'accords mets et bières. C'est quelque chose qu'on essaye de remettre un peu en avant pour dire regardez, on ne mange pas qu'avec du vin, comme tu le dis. Mais en même temps, je me vois beaucoup moins bien faire un accord mets avec une triple DDH IPA ou je ne sais quoi. Il y a certainement des trucs faisables. Hein. Il y a des trucs une salade de fruits. Mais ouais. non, mais même historiquement parlant et avec nos habitudes avec le vin, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de dire je vais accorder une saison, un lambic, une gauzeuse avec un plat que une grosse bière chargée en houblon. Ouais. Voire un stout. Parce que le stout se marie à merveille avec la nourriture. Quoi. Plein de choses. Je suis d'accord. Donc, ouais. Est-ce que ça nous amènerait pas à dire que du coup, la tradition, enfin l'avenir brassicole français vient plus de styles déjà existants historiques, pas forcément français, mais qui sont plus dans notre savoir-faire et peut-être à travailler avec justement notre savoir-faire historique vinicole ou de différents alcools, c'est-à-dire travailler la barrique, travailler de l'assemblage. Est-ce que c'est pas plutôt ça la bière, la bière française, qui au final plus que par un style passe par une méthode? Alors, je pense que c'est le mot qui me vient, c'est un peu présomptueux que tu vois qu'on puisse nous ensemble dire c'est ça la bière française, tu vois. Bien sûr. Je pense pas que c'est trois autour d'une table qu'on va redéfinir le monde, oui, bien sûr. Mais... Non, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on peut dire que c'est ce qu'on aimerait que ce soit. Parce que au regard de ce qu'on voit et de ce qu'on aime, c'est ce qui nous plaît. Et je pense que c'est suffisant pour dire que voilà, on aimerait bien que ce soit ça. Et je suis d'accord avec ça, tu vois. Moi, si je devais dire la direction dans laquelle j'aimerais bien que... dans laquelle je vais en fait naturellement, et celle qui me plaît, celle qui te plaît, d'ailleurs c'est qui me plaît à nous trois, c'est ces bières qui ont cette complexité supplémentaire de la barrique, qui ont cette acidité, parce que on parlait des saveurs, mais l'amertume, c'est pas une saveur qui nous est tellement familière en France. Mais même de manière générale, à la base, l'amertume, c'est un synonyme de danger, de poison, risque, de poison que quelque chose qu'on apprécie. C'est toujours ce que je me suis dit avec la salade d'endive quand j'étais petit. Je me dis ça, c'est du poison. Est-ce que dans le Nord, on est plus, est-ce que dans le Nord, on est plus à même d'aimer l'IPA parce qu'on mange du chicon? Ah, peut-être. Mais peut-être, tu vois. Moi, c'est vrai que j'ai plus une culture de l'acidité. L'acidité, c'est vraiment l'élément qui est très central, même dans la cuisine que je fais, tu vois. Au final, on est plus habitué aussi à l'acidité via de la cuisine et le vin. Au final, il y a des vins sucrés, il y a des vins ronds, mais il y a des vins acides. Les vins blancs, les champagnes et compagnie, c'est archi acide. Hein. Oui, bien sûr. Tu prends le pH de ces trucs-là, c'est hyper bas. Donc, je pense qu'on a vraiment cette culture. Et effectivement, l'acidité, c'est quand même la saveur qui accompagne, à mon sens, le mieux le repas. Donc, naturellement, on va vers ça. En tout cas, moi, je vais clairement vers ça. Ça dépend du repas, du coup. Un repas français peut-être plus, parce que du coup il aura tendance à être riche, oui, bien sûr, je pense. L'acidité va trancher avec le gras. Et avec, exactement. C'est sûr que si tu te prends un bon repas, un plat en sauce typiquement français, tu auras plus tendance à vouloir le casser avec un peu d'acidité pour faire ou la sécher avec la saison. Et avoir plutôt une sorte d'accord d'opposition plus que d'accompagnement. Et c'est sûr que accompagner ton bœuf bourguignon d'une triple belge, peut-être que ça peut se faire, mais c'est peut-être too much. Là, on va peut-être rentrer dans le trop rond. Si tu veux faire une sieste derrière, je sais pas. Non, c'est ça. C'est le dimanche quand tu peux dormir. Mais c'est vrai que je pensais par exemple à la cuisine épicée. C'est vrai qu'on n'a pas forcément une cuisine qui est particulièrement épicée en France. Enfin, épicée par rapport à des cuisines standards asiatiques, sichuan, indiennes, ou américaines du Sud. Ou américaines du Sud. Où là, face à l'épice, c'est vrai que c'est l'amertume fruitée, tu vois, d'une IPA qui est le match par excellence, tu vois. Donc on n'a pas ça. Mais c'est pour ça aussi d'ailleurs que l'épicé, le piment marche très bien avec les stouts. Au final, tu as une sorte d'inspiration sud-américaine où les plats mexicains, par exemple, où tu as l'habitude de manger du piment, du poulet avec du piment et du cacao, ce genre de choses. C'est des trucs qui se marient très bien, qu'on n'a pas forcément dans notre culture. J'ai rarement fait cet assemblage-là. Et ça marche très bien. Non, je te bien te croire. J'aurais même vu une sorte de stout, alors un truc. Enfin, en tout cas, l'amertume colle bien avec l'épice.
Alors que chez nous, et après, effectivement, quand tu parles de plat en sauce, qu'est-ce que tu mettrais sur un pot-au-feu? J'en sais rien. Je sais même pas si, tu vois, j'ai envie de mettre un truc, de la bière sur un pot-au-feu. Après, je pense pas qu'il faille absolument essayer de caler une bière à un truc. C'est-à-dire qu'on a 20, on peut le aussi pot-au-feu, mettre du c'est vin. plutôt servi avec une sorte de bouillon, donc c'est pas forcément non plus le truc le plus. Enfin, c'est gras, mais c'est pas la grosse C'est chaud, rondeur C'est chaud. d'une sauce bien caramélisée ou un truc comme ça. Donc peut-être que ça passerait plus avec une bière un peu plus ronde. Mais un plat déjà bien rond, tu vois, un bœuf bourguignon, un truc un peu caramélisé, ce genre de choses, moi j'aurais plus tendance à le dire, je vais le boire avec une bière un peu acidulée ou une saison pour trancher. Mais bon, après, les associations, t'en as plein, tu connais. Tu peux faire un accord qui va venir renforcer les caractéristiques du plat, comme tu peux faire un accord qui vient trancher avec pour équilibrer. Et on avait fait, pendant ma formation, on avait fait des accords bières, on avait fait des trucs incroyables à base de foie gras qui était servi avec des saisons brettées ou ce genre de choses. Tu casses le gras avec un peu d'acidité et à côté de ça, on avait fait en dessert de l'ananas caramélisé servi avec une émulsion dans une sorte de chantilly mais fait à base d'Imperial Stout de chez Vocation. Un Imperial Stout café et compagnie. Ananas, et bu derrière avec une petite pale ale aromatique. Pas trop chargé en houblon, mais tu vois, et on avait un ensemble qui marchait très bien. Ça fait rêver. Et on avait d'ailleurs associé aussi avec celle que tu as ici sur la table. La camarade ski de chez Verzet. On avait fait un accord avec aussi pour tester l'accord pour renforcer un peu le côté chaleureux, caramélisé du dessert. Ça marchait bien aussi, mais la pale ale marchait très bien. Il y a plein de choses à faire. Et c'est vrai qu'on en revient à ce qu'on dit pays de gastronomie. Il faut peut-être, c'est peut-être aussi là que la bière a une carte à jouer. Ouais, j'en suis convaincu. Ouais. Est-ce qu'on peut répondre à la question de base ou aux questions de base? Est-ce que la France a-t-elle été un pays de la bière? Est-ce que la France, au-dessus de la scène, a été un pays de la bière? En tout cas, elle n'a pas laissé sa marque, quoi. Hein. Oui. Dans la scène aujourd'hui, elle n'a pas laissé une identité de pays de bière. Donc, est-ce qu'actuellement, on est un pays de bière? Je pense qu'on est un pays... je ne sais pas si on est un pays de bière parce que ce qui se passe en France, il se passe exactement la même chose dans le monde entier et dans des pays qui n'étaient pas forcément de bière. Donc je dirais que de ce fait, je n'ai pas l'impression que nous soyons encore un pays de bière. Et donc la question finale, est-ce que la France deviendra un pays de bière? Après, là je suis convaincu parce que bon, c'est quand même notre métier. Donc je suis convaincu. Si tu n'y crois pas en étant brasseur, peut-être se reconvertir? Non, mais je suis convaincu qu'on va dans cette direction-là. Et qu'on a quand même une espèce de culture de l'exigence et de l'excellence culinaire et gastronomique, et que je pense qu'on va pas lâcher le truc. Il faut juste qu'on soit pas trop con, quoi. Voilà. Je pense qu'il faut qu'on soit suffisamment intelligent pour encore une fois, je le répète, mais avoir une intelligence collective qui nous amène à ça. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas toujours, malheureusement, dans notre pays. Donc voilà. Ça fait quasiment 2 heures qu'on parle de est-ce que la France est un pays de bière, comment pourra-t-elle le devenir? Au final, on conclut que on pense, on espère, on aimerait que la France devienne un pays de bière, mais tout ce qu'on a dit pendant 2 heures, on se reverra peut-être dans 3, 5, 10 ans pour voir si ça s'est confirmé. Avec plaisir. En tout cas, c'était un chouette débat. Merci d'avoir voulu y participer et surtout merci d'avoir voulu tourner plutôt sur un débat que un simple épisode de présentation de brasserie. C'est plus intéressant que parler de nous pendant 2 heures déjà. Et du coup, qu'est-ce qu'on trouve de bon quand même chez Espebay qui va qui va redorer le futur du brassicole français? J'en sais rien. Honnêtement, je pense qu'il faut demander à d'autres personnes, celles qui boivent nos bières, parce que j'ai bu quelques saisons que j'ai trouvé très très sympa. En tout cas, j'ai pas eu l'occasion encore de tout goûter, mais on est encore ce que je peux dire, c'est qu'on n'est pas encore arrivé là où on voulait arriver. Encore une phase d'un peu de on découverte. On est encore en pleine découverte. On brasse, on essaie d'aller dans plein de directions possibles. Et voilà, on n'est pas encore. Après, je suis dans une constante insatisfaction de ce qu'on fait. C'est vrai que quand on fait une nouveauté, je la goûte et je suis content. Mais voilà, très vite, j'ai besoin d'aller à l'étape suivante. Donc, on est en construction. Voilà. On essaye. Je pense que ce qui est important, c'est qu'on essaie de suivre un fil rouge qui est celui d'essayer de dire quelque chose d'intéressant. Bien sûr. Est-ce que le message est très clair aujourd'hui? Je ne sais pas, mais on essaie de dire quelque chose. Quoi. En tout cas, à titre personnel, j'ai trouvé les saisons que vous aviez sorties en bouteille 50 centilitres, là, les 3 dernières saisons, vraiment très sympathiques.
Et sur les autres bières un peu plus peut-être traditionnelles dans leur style et dans leur gamme, il y avait la Tatawin Blues. Tatawin Blues que j'ai trouvé très très sympathique. Voilà, on est... Hop, merci. Tatawin Blues, donc une pale ale acidulée, j'ai trouvé ça vraiment bien fait, très équilibré. Et encore une fois, tu vois, le côté un petit peu acidulé, rapporter un petit peu d'acidité dans la bière, je trouve que c'est quelque chose qui est en dehors des habitudes actuelles. Hein. On n'a pas beaucoup d'acidité, à part si on va chercher une bière acide, mais dans une bière de manière générale. Et dans les styles à la mode, les IPA et compagnie, clairement, on n'aura pas d'acidité. Et là, j'ai trouvé que la Pale Ale, avec sa petite base, sa petite note d'acidité qui vient, je sais pas si vous avez fait une fermentation particulière ou c'est juste le blé, mais non, Sour Kettle. Sour Kettle, ouais. Okay. C'est franchement très très sympathique. À titre d'exemple, là, dernièrement, il y a Piggy qui a sorti une NEIPA encore qui s'appelle la NEIPA à gogo. Et j'ai eu une conversation avec des amis, on l'a tous goûté. Et il y en a plein qui étaient là en mode ouais, je l'ai trouvée pas folle parce que déjà, elle n'était pas aussi aromatique que ce que j'ai l'habitude de boire. Et surtout, il y a une petite acidité qui me dérangeait. Et moi, au contraire, c'est une bière que j'ai beaucoup aimée. Et je trouve que cette petite acidité apportait quelque chose qui était rafraîchissant, qu'on ne trouve pas habituellement sur ce style-là en tout cas. Et voilà, le fait de travailler dans votre cas avec la Tatawin Blues, une petite acidité sur une Pale Ale, je trouve que c'est très bien, ça apporte beaucoup d'équilibre, c'est rafraîchissant, c'est ultra facile à boire. Et on va aller un peu plus loin parce qu'effectivement là on a commencé à travailler sur des projets de double IPA acidulé. Donc voilà, on va continuer un peu dans cette direction-là. Après, moi, si je peux rajouter un mot, pour tous ceux qui connaissent pas la brasserie, je vous conseille vraiment notre Gose. Gose à l'argousier au sel fumé, assez légère, 3,6 je crois pour son alcool. Ça se boit mais très très bien, et c'est fruité comme il faut, c'est pas de la purée de fruits, et pour moi c'est une super Gose à boire à toutes les occasions. Cet hiver j'ai eu l'occasion de manger des huîtres avec et c'était vraiment super quoi. C'était super accord. Moi j'aime pas ça, mais les huîtres, hein, pas la Gose, mais ça doit bien marcher avec des huîtres. Tu devrais goûter le combo huîtres Imperial Stout ou Stout. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des Oyster Stout qui se font. C'est magnifique. Si on veut acheter un petit peu de bière de chez SPB, ça se trouve où actuellement? Déjà, si on est en Île-de-France, ça doit se trouver dans des caves, j'imagine. Alors oui, on travaille. Alors en fait, c'est marrant parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas beaucoup travaillé avec le circuit des caves à bière. On a une grosse clientèle d'épiceries et de caves à vin plutôt. D'accord. Mais on commence à être dans certaines caves à bière. On n'a pas un profil de bière très beer geek, ouais. Tu vois, donc c'est sûr. donc on a donc voilà, donc je sais pas trop. Enfin, on est dans différents endroits, dans des épiceries à Paris, tout ça. Si en tout cas on peut nous poser la question, on pourra répondre en fonction du quartier où sont les gens, mais voilà. Et sur internet, il y a des sites qui vous distribuent, qui vous vendent? Non, on n'a pas trop. Moi, je suis pas hyper fan de la distribution par internet. Et pour l'instant, on était vendu qu'en Île-de-France et on a commencé à travailler avec un distributeur de bière artisanale. Et donc maintenant, on est diffusé dans toute la France. Donc, en tout cas, si quelqu'un dans une ville qui n'est pas Paris ou à l'Île-de-France, il peut aller voir son caviste en disant « Peux-tu commander cette brasserie ?» Et normalement, l'un de ses fournisseurs principaux saura lui apporter, quoi. Très bien. Bon, du coup, ça devrait se trouver facilement, j'imagine, dans les semaines et mois à venir. Et voilà, au pire, il faut demander. Très bien. Moi, j'ai l'habitude de conclure les épisodes de ce format-là par des petites recommandations. Je t'avoue, je n'ai pas travaillé dessus, je ne vous ai pas préparé à ça, mais je ne sais pas si vous avez des choses à recommander, que ce soit une bière, Valentin qui un va podcast, pouvoir, ce genre de choses. Ah. Moi, je voulais... pas forcément. Enfin, c'est vraiment un petit coup de cœur que vous avez. Moi, je vais juste faire une recommandation parce qu'elle est liée à cet épisode-là qui m'a beaucoup inspiré. C'est un livre qui s'appelle « De la terre à la bière, l'expression du terroir dans le verre », qui a été écrit par Alexandra Berry et qui se trouve aux éditions Baudelaire. Donc c'est un truc qu'on peut trouver assez facilement. Je l'ai trouvé en librairie, sur Fnac, ce genre de choses. Et qui est très très sympa et qui parle beaucoup de la notion de terroir dans la bière. Pas forcément que dans la bière française, mais c'est une lecture qui m'a beaucoup inspiré pour préparer cet épisode et qui m'a apporté pas mal de pistes. Voilà. Je laisse la parole à celui qui veut enchaîner. Valentin, tu veux... Écoutez, moi je sais pas trop sur quoi conclure. J'ai bu, comme tous les soirs, j'ai bu pas mal de trucs, dont des trucs vraiment sympas. Allez, j'ai trouvé un truc qui était vraiment bien de chez Northern Monk, la Strawberry Plum Sakura Fruited Beer. Je sais pas quel style c'est pas sour, c'est rien. C'est une bière fruitée qui est juste hyper agréable.
du coup aux prunes et aux fraises. Et sakura, c'est quoi? C'est les fleurs de cerisier. Ouais. Et c'est hyper agréable, hyper bien fait, subtil. C'était vraiment quelque chose qui sortait un peu du commun de tout ce que j'ai l'habitude de boire. Et qui était... non, vraiment, j'en ai un super souvenir comme ça. Voilà. Mais après, j'ai des centaines de choses à vous recommander. Des brasseries françaises font des trucs super. Donc, ouais. Fabien, toi, t'as un petit truc ou pas? Bah, je sais pas, j'ai une recommandation générale. N'hésitez pas à aller dans les brasseries qui sont pas très loin de chez vous, même si elles sont pas sur Untappd les meilleures. Si elles n'ont pas 4,5. Si elles n'ont pas 4,5. Je pense que c'est une période qui est vraiment très difficile pour les brasseries. Et même les meilleures. Donc, s'il y a un moment pour aller dans une brasserie, acheter de la bière, c'est maintenant. Les brasseries ont besoin de ça, et c'est pas pour des raisons économiques, c'est ne serait-ce que pour que le brasseur voit quelqu'un d'autre. Et faire un petit coucou. Et faire un petit coucou. Donc, allez dans votre brasserie locale, même si elle n'a pas 4 sur 5 sur Untappd. Changez vos habitudes et je pense que vous ne serez pas déçus. Au moins, vous apprendrez. Enfin, il y a toujours à apprendre, en tout cas, de ce genre de démarche. Super. Merci beaucoup, Fabien. Merci beaucoup, Valentin. Je vous remercie tous aussi, vous les auditeurs, d'avoir suivi encore cet épisode. On est très friands de vos retours, donc n'hésitez pas à nous recontacter sur les réseaux sociaux. C'est toujours sympa d'avoir des retours. Et pas forcément que pour dire que vous avez apprécié, hein, s'il y a des choses que vous voyez à faire améliorer dans le podcast, mais aussi preneur. On se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Je pense que le prochain sera une rencontre avec un brasseur. Et voilà, à bientôt. À bientôt. Au revoir, merci à toi. Merci.